prends beaucoup de plaisir dans le CrossFit, mais moi je fais du CrossFit aussi parce que j'ai envie de faire du CrossFit toute ma vie, tu vois. C'est-à-dire que vraiment, moi j'espère un jour je serai en 60 plus et je ferai des compètes, tu vois. Comment faire en fait finalement pour faire son sport toute la vie? Le but c'est de faire ça en fait pendant 50 ans, tu vois. Hello hello, c'est Loïc Blanchard, le créateur et host du podcast indépendant Les Frappés. Je suis un ancien sportif de haut niveau, aujourd'hui reconverti en sportif aventureux, mais aussi entrepreneur, coach et préparateur mental certifié. Passionné d'outdoor et de défis en tout genre, j'ai voulu créer une communauté autour des valeurs de résilience, de dépassement de soi et de détermination, en vous offrant chaque semaine des conversations inspirantes avec des invités incroyables issus d'univers très variés. J'ai reçu aussi bien des athlètes olympiques que des entrepreneurs à succès, des aventurières professionnelles ou encore des anciens des forces spéciales. Leur point commun, la passion pour leur projet et l'audace de se lancer. Alors fonçons ensemble découvrir mon invité de la semaine. Excellente écoute à vous les frappés. Écoute, bienvenue Hugo sur le podcast. Merci à toi de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Merci beaucoup à Diane pour la mise en relation. Diane que j'ai eu le plaisir d'accueillir sur un épisode il y a peu de temps. Décathlonienne, heptathlète, qui est en train de se reconvertir sur du rugby féminin. Donc c'est juste génial de voir qu'il y a des frappés qui en rapportent d'autres. Et écoute Hugo, je suis impatient que tu nous expliques un petit peu ton parcours. Moi j'ai eu la chance d'échanger avec toi en off, donc voilà, j'ai pu mesurer un peu l'étendue de tout ce que tu fais, et il y a beaucoup de choses, donc peut-être ce serait ma première question. Comment est-ce que toi tu expliques ce que tu fais de manière synthétique? Ça ressemble à quoi du coup? Alors c'est une très bonne question. De manière synthétique, si effectivement, pour expliquer avec des mots simples, je dirais que j'essaye de donner du sens à ma vie. Alors ça peut paraître un peu, un peu utopique, mais je pense que c'est important en tout cas dans la société actuelle de donner du sens dans ce qu'on fait, dans les choses qu'on entreprend. Et en tout cas, en ce qui me concerne, moi j'essaye de faire ça en fait au quotidien. Donc effectivement, c'est un état d'esprit, c'est aussi une prise de conscience qui a mûri dans le temps. Hein. Je me suis pas réveillé un jour en me disant il faut que je donne du sens à tout ce que je fais. Mais voilà, maintenant aujourd'hui j'ai 36 ans. J'ai eu 36 ans il y a pas longtemps, c'était fin décembre. Et voilà, si je prends un peu de recul, effectivement, depuis une dizaine d'années, j'essaye, que ce soit dans le milieu professionnel ou même dans le milieu personnel, d'être cohérent en tout cas avec moi-même, avec mes convictions, et d'essayer de l'être avec aussi également en fait le monde qui m'entoure. Et quand je dis le monde qui m'entoure, c'est les amis, la famille, effectivement, et aussi la nature en fait, c'est-à-dire l'environnement. C'est-à-dire que moi, en tant qu'être humain sur cette planète, comment je me positionne par rapport à tout ça et ce que m'offre en fait la nature et le peu de vie le peu de temps que je vais rester vraiment sur Terre, puisque finalement, à l'échelle humaine, c'est pas grand-chose. Hein. Voilà, l'espérance de vie en bonne santé, elle est aux alentours de 85 ans aujourd'hui. C'est un clin d'œil en fait dans l'humanité, dans l'univers, quoi. Donc voilà, comment on donne du sens à tout ça et moi, c'est un peu ma raison d'être aujourd'hui. Voilà comment je résumerais ça. Excellent. Et alors sur les différents projets que tu mènes, si tu peux nous faire peut-être un balayage rapide de concrètement tes engagements, à quoi ils ressemblent, ça donne quoi? Alors, il faut commencer par la base. Moi, je travaille déjà, je suis fonctionnaire territorial. Hein. Je suis chef de projet dans une grosse collectivité territoriale dans le sud de la France, qui est la région Occitanie, hein, je peux la nommer. Euh, donc déjà, je suis très attaché au sens du service public. Ça, je pense il faut commencer par là en ce qui me concerne, parce que c'est quand même fondamental pour moi. Donc, mon objectif dans mon métier, même si, alors moi, je suis dans le domaine de l'informatique, donc c'est pas quelque chose qui est palpable par le commun des mortels directement, mais pour autant, ma mission, c'est d'œuvrer effectivement pour le service public, c'est-à-dire pour la population de la région Occitanie,
et donc pour lui donner accès à des ressources en matière de données géographiques, donc c'est-à-dire pour qu'elle ait des renseignements sur les transports, sur les lycées, comment s'inscrire, quelles aides auxquelles aides je peux prétendre. Enfin, voilà, toute une sorte d'indicateur en fait que je vais mettre en place dans le cadre de mon travail pour justement servir cette population. Donc ça, c'est le premier point. Euh, le deuxième point, c'est que au-delà de mon environnement professionnel, moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est d'avoir une démarche personnelle pour justement apporter ma contribution en fait autrement. Et quand je dis autrement, c'est dans un autre cadre que le cadre professionnel. Et donc, bien avant d'ailleurs de travailler dans les collectivités publiques, puisque je travaillais dans le privé avant, j'avais commencé en fait à écrire via un blog qui s'appelait déjà In Not We Trust à l'époque, en 2013, 14 par là. En fait, j'écrivais sur le rôle de l'alimentation dans l'optimisation de sa santé, en fait, dans la santé du sportif, avec un peu les préjugés que la société civile peut avoir sur ce genre comment dire, de régime entre guillemets alimentaire. C'est-à-dire que le sportif, pour améliorer ses performances et améliorer sa santé, effectivement, il va composer, enfin, il va, comment dire, il va optimiser, on va dire, son régime alimentaire pour justement performer et essayer en fait d'améliorer sa santé. Et donc, je trouvais intéressant en fait de donner voilà, ce sentiment, cette position en tout cas à la société civile pour leur montrer que finalement, au-delà des préjugés, c'était pas du tout la réalité. Et donc j'écrivais des petits billets comme ça, j'en avais écrit une dizaine, mais je faisais ça vraiment en perso et de manière très aléatoire. Enfin voilà, il y avait pas de périodicité particulière, ni rien. Et quand je suis descendu dans le sud de la France pour travailler à Montpellier, j'ai rencontré donc mon ami aujourd'hui, là, Benjamin Voirin, qui lui est ingénieur agronome de formation. Et il m'a dit, ah, mais c'est génial ce que tu fais et tout, on pourrait mettre nos compétences en commun et essayer un peu de professionnaliser tout ça. Et c'est là en fait qu'est né vraiment In Not We Trust tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire la convergence finalement d'un point de départ d'une idée avec des compétences de Ben pour justement essayer finalement de donner des clés de lecture aux consommateurs, à la société civile pour vraiment décrypter les messages alimentaires et les messages marketing des marques qui vont proposer effectivement des solutions de complémentation alimentaire, entre autres, et justement pour voilà dire aux gens que c'est peut-être pas forcément ça la réalité. C'est pas ce qui, enfin derrière le message marketing, il y a une autre réalité en fait. Et nous, on s'attachait justement, enfin l'enjeu c'était vraiment de décrypter ces produits sur l'ensemble de la chaîne de valeur des produits. Et quand je dis l'ensemble de la chaîne de valeur des produits, c'est effectivement du champ jusqu'à l'assiette. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à partir de comment la matière première est produite, comment elle est récoltée, comment elle est transformée, comment ensuite elle va être effectivement mis en bouteille ou dans d'autres contenants, etc. Comment ensuite eux-mêmes sont recyclés, etc. Voilà, en s'intéressant à la fin de vie du produit. Et ensuite, est-ce qu'il y a des additifs dedans? Est-ce que c'est correctement calibré selon les préconisations des autorités sanitaires, etc., etc. Et c'est ça qu'on essaye en fait de transmettre aux gens. En fait, on lit les étiquettes pour eux et on essaye de leur faire comprendre que l'achat, leur choix en fait de produits, c'est un choix qui doit être responsable parce que d'une part, il doit être pertinent par rapport à sa santé. C'est-à-dire que voilà, quand on se complémente, c'est quand même qu'on a des velléités d'améliorer sa santé ou sa performance ou son bien-être plus largement. Et d'autre part, il doit être cohérent et responsable par rapport à l'environnement. C'est quand même très paradoxal d'acheter un produit pour améliorer sa santé, mais qui, de l'autre côté, pourrait détruire en fait l'environnement. Voilà. Et donc, on essaye d'amener cette sorte cette cohérence, en tout cas, pour justement renseigner, donner des clés de lecture aux gens. C'est un processus d'acculturation, hein, c'est-à-dire que vraiment, nous, on n'a pas, on se positionne pas en tant que sachant, c'est-à-dire on, on donne notre avis qui est, en tout cas, on essaye de donner notre avis de manière totalement objective. Et ensuite, voilà, les gens font ce qu'ils veulent, mais au moins ils savent après à quoi s'en tenir. Voilà.
Voilà, c'est ça vraiment le fil rouge de notre concept. Ce qui est super, hein, parce que quand on avait commencé à échanger, j'étais allé fouiller un petit peu les différentes tribunes, les articles sur In Nuts We Trust. C'est innutswetrust.fr d'ailleurs, s'il y en a qui veulent aller regarder ça. Et ce que j'avais trouvé génial, c'est qu'au final, les articles, ils sont hyper. Enfin, c'est quand même relativement synthétique. C'est pas des articles, comme tu dis, scientifiques, Non, difficilement digérables, etc. Non, c'est de la vulgarisation. Et effectivement, j'ai l'impression que. Enfin, tu vois, c'est des données qui sont très facilement compréhensibles. Mais exact. par contre. Oui, je disais non, non, tu as tout à fait raison. C'est une volonté de notre part, en fait, d'une part de vulgariser le discours pour qu'il soit compréhensible par même des gens qui sont non initiés, qui n'ont pas de compétences particulières là-dedans, dans le domaine de la nutrition et plus largement dans le domaine de l'alimentation. Et d'autre part, c'est un formalisme en fait qui est accessible. C'est-à-dire que alors toutes nos publications sont sourcées, c'est-à-dire que voilà, ça sort pas d'un chapeau magique ce qu'on dit. Il y a toute une bibliographie derrière, tout ce qu'on dit est sourcé. Donc on a quand même une rigueur scientifique parce que après derrière, voilà, quand on nous demande des choses, nous on aime bien aussi prouver que ce qu'on fait, ça respecte une méthodologie, une recherche, un certain formalisme scientifique. Mais par contre, effectivement, dans la forme, on essaye de rendre tout ça vraiment accessible, vraiment digeste. C'est pour ça que sur le site, on aura plutôt des publications sous forme d'articles. On pourra retrouver aussi des podcasts, etc. D'ailleurs, on est en train de refondre la charte graphique du site, hein. Là, dans un mois et demi, on aura le nouveau site, la nouvelle forme du site. Et après, sur les réseaux sociaux, on va plus avoir des posts de type vidéo, de type infographie en images, etc. Euh, Parce que ben voilà, sur les réseaux sociaux, les temps de lecture sont beaucoup plus courts et donc on Ouais. doit avoir un formalisme adapté. Voilà. Mais en tout cas, c'est ça, c'est proposer du contenu de qualité, sourcé, avec une vraie démarche derrière et surtout accessible à tout le monde. Ouais. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Moi, j'étais allé regarder l'article sur Feed par curiosité, puisque bah, j'avais eu le plaisir de recevoir Anthony Bourbon, son fondateur et CEO sur le podcast au tout début de l'aventure. Donc ouais, vraiment, enfin, super travail de vulgarisation et c'est intéressant parce que c'est ce que tu expliquais un peu plus tôt. Euh, Ce processus de déculturation, je crois que c'est ça le terme que tu as utilisé. Acculturation. Acculturation. Ouais, c'est petit à Euh, petit, voilà, faire augmenter effectivement son niveau de connaissance par justement la lecture d'articles, de contenus, etc. Et en fait, ce processus fait en sorte que petit à petit, on performe, c'est-à-dire on a de plus en plus de connaissances et donc du coup, on a une vision de plus en plus fine et juste de la réalité, en tout cas, de ce qui se fait dans un domaine dédié en particulier. Voilà. Génial. Et on n'hésite pas, bien Excellent. sûr, à le redire parce que même si y a quand même une trame générale, c'est-à-dire le contenu qu'on propose, souvent on revient enfin, on revient dessus, c'est-à-dire on va parler par exemple de compléments alimentaires, de la créatine, de BCA, etc. Mais on va faire un article, puis après il y aura une infographie, puis après il y aura un podcast dessus, puis après on va augmenter l'article qu'on avait initialement fait parce qu'il y a d'autres choses qui sont sorties, etc. Parce que là encore, au-delà de la culturation, c'est euh, c'est euh, c'est la pédagogie, c'est l'art de la répétition aussi, on dit hein, souvent. Et c'est important aussi de revenir sur ces choses-là pour en remettre un coup, en remettre une petite couche, parce que voilà, il faut aussi toujours renseigner les gens. Et puis il y a des nouvelles personnes qui arrivent et qui nous suivent, qui ne sont pas forcément au courant de tout ce qu'on avait fait avant. Donc c'est important aussi de revenir et de refaire des boucles comme ça sur l'ensemble de notre contenu. Génial. Donc un site qui vit. Et d'ailleurs une super transition puisque j'étais là, je suis dessus, hein, je suis sur Innet sur We Trust, et je vois qu'il y a eu un article sur la gestion durable d'une forêt, ce qui est une transition fabuleuse sur un autre de tes projets incroyables que tu mènes. Oui. Alors, on a écrit cet article, je crois, il y a 2 ans maintenant, mais c'était un petit article qu'on avait écrit effectivement parce que alors, ce qui s'est passé, c'est que moi, mes parents, ils étaient pépiniéristes. Donc, pour ceux qui savent pas ce que c'est en fait, c'est les éleveurs d'arbres, si vous voulez, grosso modo.
On plante des petits arbres, voilà, on en prend soin et ensuite c'est des arbres, ça peut être du feuillu, des arbres, des fruitiers, etc. Enfin des sapins, etc. Et après c'est vendu à des particuliers ou des professionnels pour réaliser des plantations, voilà, pour les planter. Et donc du coup, comme mes grands-parents en fait étaient agriculteurs, ils avaient du terrain en Corrèze, hein, dans le département de la Corrèze, dans le Massif central. Et en fait, ils ont planté dans les années 2000, après post-tempête 99. En fait, il y avait le gouvernement qui faisait des. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y a eu. En fait, la tempête a causé d'énormes dégâts. Il y avait une nécessité et un gros enjeu de replanter en fait une grosse partie de la France. Et donc, il y avait le Fonds forestier national qui est né, où en fait ils donnaient des bons aux particuliers et même aux professionnels pour aller chercher des plants et les planter. Donc ça coûtait pas grand chose en fait aux particuliers ou aux professionnels de replanter en masse Ok. grâce à ces bons-là qui étaient en partie financés par de l'argent public. Et donc du coup, mes grands-parents étant agriculteurs à la retraite, il y a une grande partie des parcelles qui avaient été replantées, donc il y avait à peu près 18 hectares qui ont été replantés en feuillus. Donc, je peux en citer. Il y avait du chêne rouge d'Amérique, du noyer noir d'Amérique, du noyer hybride. Le noyer hybride, c'est un mixte entre le noyer commun qui donne les noix qu'on peut manger, tu sais, les noix de Grenoble, hein, Ouais. et le noyer d'Amérique, par exemple, du frêne, de l'érable sycomore, etc., etc. Puis après, du résineux avec de l'épicéa, du douglas, du cèdre de l'Atlas, du mélèze dans une moindre mesure, voilà. Et donc, du coup, tout ça, ça fait un peuplement. Et j'ai récupéré ça en gestion assez récemment, en 2016, après, parce que malheureusement, ma mère est décédée en 2016. Et donc, du coup, mes parents étant divorcés, en fait, j'ai récupéré en fait toute cette gestion-là et je trouvais important, puisque c'était quand même un terroir où, bah, quelque part, mes ancêtres avaient vécu, en fait, avaient façonné. Je trouvais quand même intéressant, déjà dans la démarche de le garder. Et après, je voulais aussi que ce soit, comment dire, économiquement intéressant, parce que, voilà, dans des périodes difficiles comme ça, on n'est pas il faut aussi, enfin, il faut quand même garder à l'esprit que tout ce qu'on va faire enfin, ne doit pas non plus, enfin, il faut pas qu'on se tire une balle dans le pied, pardon. C'est-à-dire qu'il faut Ouais. aussi qu'on s'en sorte. Donc, il faut que ce soit viable économiquement. Et c'est là où je me suis intéressé rigoureusement à voilà, qu'est-ce que je pouvais faire de ça, comment je pouvais le valoriser et comment je pouvais à la fois conjuguer les enjeux de la forêt d'aujourd'hui, qui sont à la fois des enjeux économiques, c'est-à-dire que ben, entretenir une forêt, ça coûte de l'argent. Donc comment on fait quand on n'a pas forcément d'argent à mettre dedans, ou en tout cas beaucoup d'argent à mettre dedans. Ensuite, ça a des enjeux sociaux, c'est-à-dire que la forêt, c'est un endroit où on va se balader, où on va construire des cabanes, où on va aller ramasser les champignons, où certains vont aller chasser, où on va pouvoir observer des oiseaux, la faune, la flore, etc. Voilà. Donc c'est un enjeu aussi à part entière. Et puis le dernier, c'est que c'est un enjeu aussi environnemental, c'est-à-dire que la forêt aussi aujourd'hui joue un rôle euh, voilà, euh, de réservoir de biodiversité. Effectivement, voilà, planter des arbres, c'est vertueux. Couper un arbre, ben, on a l'impression, voilà, de presque limite des fois de tuer quelqu'un, tu vois, Mm. pour certaines personnes. Malgré tout, voilà, la forêt, elle fait partie aussi du cycle de régulation en fait climatique. Donc, c'est-à-dire, voilà, comment, en fait, avec ces trois enjeux, on peut faire en sorte d'avoir une gestion durable de la forêt. Tu vois, c'est ça en fait l'enjeu. Il faut conjuguer ça. Alors, il y en a qui seront pas du tout d'accord avec ce que je dis, parce qu'il y en a, ils vont dire, bah, c'est la nature, il faut laisser pousser les arbres. Bah oui, mais je vais laisser pousser, ça va rien donner après. C'est-à-dire que je pourrais rien en faire, je pourrais pas utiliser en fait toutes les ressources du bois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on se chauffe plus beaucoup au bois, donc c'est-à-dire que en fait, ben, mon bois il va avoir stocké tout le carbone, puis après il va mourir dans une centaine d'années pour certaines essences, et puis après en fait ça va rien donner, et puis entre temps il y aura des voisins qui vont s'être plaints parce que la forêt sera inaccessible, ça sera pas top pour aller ramasser des champignons ou se balader dedans, et puis les voisins ils vont gueuler parce que
Ah bah tiens, les arbres sont trop grands, ça fait trop d'ombre à côté de chez moi, donc ça serait bien de faire une éclaircie. Et puis c'est pas entretenu, donc il y a des ronces partout, etc., etc. Tu vois. Tu vois, il faut aussi conjuguer avec les velléités de la société civile. Oui. Voilà, et c'est difficile. En fait, c'est difficile de trouver en fait le juste milieu pour faire tout ça. Et moi, voilà, en tout cas, j'ai mis tout ça dans un panier. J'ai regardé ce que je pouvais faire avec, et j'essaye aujourd'hui effectivement d'avoir une gestion durable, c'est-à-dire de conjuguer ces trois enjeux. Et récemment, j'ai fait découvrir ça à mes amis en fait de Montpellier. C'est pour ça que sur l'article ou sur les vidéos, en fait, tu peux voir que effectivement, ben, parfois, on va en Corrèze pendant une bonne dizaine de jours s'amuser à entretenir aussi la forêt, parce qu'il y a beaucoup de choses que je fais faire par une coopérative forestière, parce que j'ai un document de gestion avec cette forêt-là qui est géré par une coopérative forestière, donc je paye pour ça. Mais je peux pas non plus tout faire parce que ben voilà, je suis pas millionnaire non plus. Donc le truc c'est que il y a certains travaux que je suis obligé de faire, et donc du coup j'en profite aussi pour ouvrir mon terroir en fait, pour leur montrer ce que c'est. Et parce qu'en fait, vraiment, hein, je suis attaché à ça, c'est-à-dire valoriser son terroir, c'est l'ouvrir aux autres en fait. Mm. C'est-à-dire que avoir quelque chose et le laisser en plan sans jamais tu sais, mettre des barrières partout et le fermer, bah finalement, ok, personne va y toucher, mais personne ne le verra jamais en fait. Alors que si tu fais découvrir ce que tu as fait, d'où ça vient, si tu expliques en fait la démarche derrière l'histoire, ben, en fait, déjà, c'est une première valorisation. Et après, c'est beaucoup plus valorisant, en fait, avec le recul, de savoir que ben, un tel connaît cette forêt, un tel connaît la méthode que tu utilises pour entretenir cette forêt, un tel connaît que, ben voilà, tu as cette forêt en Corrèze et que tu peux faire ci, ça avec, etc. Et puis après, on va communiquer dessus, on va dire pourquoi on le fait, de telle manière, etc. etc. Et c'est pour ça que voilà, je prends soin de ça. Et en 2019, assez récemment, en fait, il y avait ma tante qui avait une parcelle de 4 hectares de forêt, qui voulait la vendre aussi. Moi, j'avais, si tu veux, trop investi, donc j'étais ric-rac pour la racheter. Et là, j'ai proposé en fait à mon ami Ben de racheter la forêt. Ok. Parce que, parce qu'il faut savoir aussi que les 18 hectares que j'ai, c'est d'un seul tenant, c'est-à-dire que toutes les parcelles sont à côté. C'est-à-dire que il y a beaucoup de propriétaires forestiers, tu vois, qui vont avoir, je sais pas, ils vont avoir, on va dire, 10 hectares, et puis ils vont avoir 2 hectares sur une commune, puis 2 hectares sur l'autre, etc. Donc c'est pas du tout à côté. Il faut, pour entretenir, ça multiplie les coûts d'exploitation, etc. Et c'est, euh, c'est, euh, c'est très difficile, en tout cas, quand t'as pas beaucoup de moyens d'entretenir ça. Là, moi, j'ai la chance que ce soit d'un seul tenant au même endroit, et ces 4 hectares étaient en plus à côté initialement, puisque bah, ma tante, c'était la sœur de ma mère, et donc une des filles de mes grands-parents, et donc c'était au même endroit. Et je voulais pas, je trouvais ça dommage en fait qu'elle le mette en vente et que finalement n'importe qui puisse en faire l'acquisition, sachant que c'était déjà planté aussi en sapin et en autre feuillu. Et donc j'ai proposé ça à Ben. Et en plus, c'était intéressant dans le sens où quand t'es pas propriétaire forestier, en tout cas en France, c'est très difficile de le devenir quand tu pars de rien, parce que tu sais, il y a des droits de préemption, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont prioritaires pour acheter la forêt quand il y a des parcelles en vente. Par exemple, s'il y a une parcelle de forêt en vente, si moi je suis déjà propriétaire forestier, je vais être prioritaire pour me positionner dessus par rapport à quelqu'un qui n'aurait pas déjà de la forêt. Tu vois. Ou après, D'accord. il y a le paysan du coin qui va être prioritaire aussi, ou les chasseurs, ou après, il y a les ayants droit de la famille qui vont être prioritaires, etc. etc. Donc en fait, tu arrives sur une espèce de liste d'attente où quand toi, même si tu as un bon projet de valorisation environnementale, de gestion durable d'une parcelle forestière, etc., même avec toute la volonté du monde, en fait, tu vas devoir petit à petit remonter cette file d'attente pour arriver en position à espérer que personne en ait voulu et te positionner dessus pour en faire l'acquisition, tu vois. Et donc là, le fait que moi, j'étais prioritaire parce que j'étais le neveu de ma tante, bah, j'ai dit non. Par contre, j'ai fait, moi, je veux bien que ce soit mon pote Ben qui en fasse l'acquisition. Et donc, c'est comme ça qu'il est devenu propriétaire aussi forestier de 4 hectares. Voilà. D'accord. Ah, c'est intéressant. Je savais pas du tout qu'il y avait ces mécanismes en place. Ok. Il y avait Mais le- c'est passionnant parce que tu vois, bon, tu parlais
du fait, tu vois, de valoriser son territoire, le fait de valoriser son territoire, que c'est aussi de l'ouvrir et de le rendre accessible. Et franchement, je trouve ça juste génial. Alors, je sais pas si c'est peut-être parce que j'ai des biais que, enfin, j'adore me balader en forêt aussi, les activités de plein air en général, c'est juste que je kiffe. Mais tu vois, je trouverais super intéressant de pouvoir suivre plus régulièrement et plus dans le détail comment tu fais pour gérer ta forêt en fait. Parce que comme tu l'as dit, tu vois, peut-être que spontanément la première image qui vient, c'est bon bah c'est cool, t'as un lopin, tu vois, t'as un carré bien délimité avec tes arbres qui poussent, tu vas de temps en temps, ça fait plaisir, mais en réalité il y a plein d'autres choses. Et comme tu dis, c'est comment est-ce que tu la valorises, comment est-ce que peut-être tu même sensibilises certains publics à ce que ça veut dire que de préserver une forêt, de la replanter, quelles essences tu choisis, pourquoi. Bref, tout ça pour dire que je trouverais ça vraiment incroyable, tu vois, d'avoir une sorte de mise à jour régulière de comment pousse ta forêt et comment tu la gères, quoi. Bah exactement, ouais, c'est un de nos objectifs, hein. On a beaucoup d'idées de contenu, mais effectivement, on veut aussi faire un contenu dédié sur ça. Parce que dans tous les cas, on a des entretiens à faire régulièrement sur au moins une fois par an en forêt. Euh, L'été pour dégager autour de la nouvelle plantation que j'avais faite là en 2017, et puis l'hiver pour élaguer certains résineux, puisque tu sais en sylviculture, le but aussi c'est d'avoir un tronc qui pousse le plus droit possible sans branche, enfin sans nœud en fait, pour faire des planches après pour que ce soit réutilisé en charpente, etc. Plus tard, une fois qu'ils seront coupés et arrivés à maturité. Et donc, effectivement, c'est super. C'est super intéressant, en tout cas pour ceux qui veulent connaître les méthodes en fait de gestion. Et nous, on aimerait un peu sublimer ça en vidéo, faire des petits trucs dédiés, un peu comme on fait. Donc ça viendra. Mais on est tellement sur plein de Génial. choses que voilà. Ouais, j'imagine. Mais oui, J'imagine. j'y suis remonté récemment là parce que j'avais une parcelle d'1 hectare. C'était des épicéas, donc c'était des. Alors ils avaient été plantés, c'était une ancienne parcelle de sapin de Noël, puisque mes parents étaient pépiniéristes et quand arrivait Noël, en fait, les gens achetaient des arbres. Mais les parcelles de sapin de Noël, c'est pas des parcelles qu'on plante pour faire de la plantation, c'est-à-dire c'est pas des arbres qui sont bien alignés avec un entretien particulier pour ensuite faire du bois d'œuvre. C'est des arbres qui sont plantés vraiment de manière très serrée avec une très forte densité. Et donc, en fait, ils poussent pendant 3, 4, 5, 6 ans, et puis après, on les coupe, on en replante d'autres, etc. Et c'est ces arbres qui sont vendus là. Ils sont vendus pour aller à côté de la cheminée et mettre les cadeaux sous le sapin. Et cette parcelle-là, en fait, ben, on l'a laissé pousser parce qu'après, mes parents avaient arrêté l'activité. Donc, du coup, elle est devenue, 30 ans après, on avait des arbres, en fait, qui avaient poussé tellement, avec une forte densité qu'en fait, ils étaient très petits en termes de diamètre. Et ça donnait plus grand chose parce qu'en fait, la lumière, elle passait plus dedans, dans cette petite parcelle, tellement qu'ils étaient serrés. Et donc, du coup, si tu veux, on avait, toi, par exemple, en période à l'automne, il y avait très peu de champignons, il y avait très peu de cèpes. Et donc, du coup, j'ai décidé en fait de faire une coupe rase. Alors là, il y en a qui vont m'entendre, qui vont dire, mon Dieu, il a fait une coupe rase. Sauf que oui, effectivement, j'ai fait une coupe rase sur 1 hectare très récemment, que j'ai filmé avec un drone pour la petite anecdote que j'ai perdu 5 minutes après. Mais je vais replanter directement derrière là en mai. Voilà. Et je vais faire une Ok. nouvelle plantation donc ça sera une futée régulière, enfin une futée mixte, pardon, c'est-à-dire on aura une alternance de feuillus, donc ça sera du merisier avec du douglas. Voilà. Ok. Donc tu vois, Ok. quand on coupe, en fait, on plante toujours mieux et on plante toujours plus. C'est ça aussi le but, c'est des fois, on n'a pas d'autre choix en fait que de couper certaines parcelles parce qu'elles vont rien donner. Et donc c'est bien aussi de les couper pour repartir à zéro et replanter quelque chose de plus réfléchi avec des essences qui sont plus adaptées aux enjeux de contexte du réchauffement climatique. Et puis c'est surtout aussi l'opportunité en fait de transmettre quelque chose de plus pertinent plus tard à ses enfants parce que un arbre, ça pousse pas aussi vite qu'une carotte ou qu'une salade, tu vois, c'est sur l'échelle d'une vie. Donc, si tu veux, quand tu commences à planter là, c'est-à-dire, ça va donner quelque chose de bien dans 35-40 ans, tu vois. Donc, Hmm. voilà, c'est ça aussi le pas de temps qui est important à prendre en compte, c'est qu'on fait jamais normalement une forêt pour soi, on la fait toujours pour ceux qui arrivent derrière, tu vois. Donc,
C'est ça aussi la transmission de patrimoine et de méthodes pour réaliser ce genre de choses, quoi. Ouais, complètement. Complètement. En tout cas, ouais, tu vois, ça rejoint cette idée de transmission aussi. C'est ça, je pense que ça fait partie des éléments qui, moi, perso, me m'attirent, tu vois, dans l'idée potentiellement un jour d'avoir aussi une forêt. Au-delà du fait que je trouve ça cool de dire, ouais, j'ai une forêt. Mais bon, ça, c'est un argument un peu futile. Mais toi, en l'occurrence, c'est en Corrèze. Juste peut-être pour qu'on ait une idée, le ticket approximatif pour, alors peut-être pas des. D'ailleurs, je sais pas en termes de superficie si ce que Ben a acheté, c'est, tu vois, c'est représentatif de ce que tu peux trouver quand t'es pas déjà propriétaire et que tu veux te lancer là-dedans. Mais c'est vraiment, c'est un gros ticket ou c'est accessible? Alors, il y a plusieurs paramètres en fait à prendre en compte. Il y a la SAFER qui est une autorité publique. Alors, je sais plus si c'est 100% public ou s'il y a un peu de privé, mais c'est eux qui régulent. En fait, c'est un peu comme dans l'immobilier. C'est eux qui, en fait, c'est l'observatoire du prix du foncier agricole en fait, et forestier. Donc, tu es obligé d'en fait tu peux avoir une idée en fait du terrain, de la valeur avec la SAFER. D'accord. Et ensuite, ça va dépendre de ce qui est planté dessus. Donc, c'est-à-dire la valeur à l'instant T, mais la valeur aussi en devenir. S'il y a des essences très nobles dessus qui sont de très bonne qualité, en fait, tu vas plus payer finalement ce qui est planté dessus que la valeur du terrain. Euh, Par contre, si effectivement comment dire, c'est de la lande ou si c'est du vieux taillis, c'est-à-dire des choses qui ont poussé dessus naturellement sans entretien, etc. Bah tu vas juste payer en fait la partie terrain. Donc Hmm. en fait, pour répondre précisément à ta question, si tu achètes une parcelle en fait de forêt avec des essences dessus mais qui sont pas de très bonne qualité, c'est un petit billet, c'est accessible. C'est accessible, c'est-à-dire Ok. un hectare de terrain, enfin tu peux t'en sortir avec voilà moins de 10 000 euros facile avec des Ok. essences de bonne qualité dessus. Voilà, c'est quelque chose d'accessible en fonction de ce qu'il y a, des essences qu'il y a dessus. Mais en tout cas, ce qui est beaucoup plus accessible, c'est d'acheter du terrain qui peut être planté, parce que tous les terrains ne peuvent pas être plantés, hein, et ça dépend de si la commune a un plan local d'urbanisme ou une carte communale, etc. Donc, tu sais, tu as une réglementation aussi là-dessus, il faut une autorisation de boisement. Mais ça, c'est la Chambre d'agriculture et la SAFER qui peuvent le dire. Mais à partir du moment où tu as trouvé un terrain et que tu peux planter, en fait, tu peux trouver un terrain de très bon prix, tu vois, inférieur à 1000 euros l'hectare, par exemple. Donc, on va dire que tu achètes 4 hectares, tu en as pour à peine 4000 euros. Et puis après, tu fais une plantation dessus qui te coûtera finalement un peu plus cher que les 4 hectares de terrain en fonction des essences que tu vas planter. Et puis si après tu mets des protections mécaniques pour les gibiers, etc. Mais tu vois, un exemple, en 2017, moi j'ai planté 4 hectares d'une parcelle que j'avais rachetée à ma tante aussi. Donc j'avais racheté, pour rien te cacher, à peu près 20 000 euros les 4 hectares et j'ai eu 30 000 euros de plantation, tu vois. Ok. Donc Ah oui. en fait, ce qui m'a coûté le plus cher, c'est la plantation. Parce que c'était des essences nobles, parce que derrière, il y avait des protections à mettre pour les gibiers, les cervidés, tu sais, parce que quand les arbres ils sont petits, quand ils font les bourgeons, bah, les chevreuils, ils aiment bien les bouffer. Le problème, c'est que quand ils les bouffent, bah, après, bah, les arbres, ils aiment pas trop, donc des fois, ils meurent, et puis des fois, ils poussent bizarrement, quoi. Donc, tu es obligé de mettre des protections. Et après, tu es obligé aussi d'entretenir. C'est-à-dire que tu vois, tu as des tailles de formation à faire, tu as de l'entretien, du dégagement, etc. pour qu'il pousse bien. Enfin voilà, donc ça coûte de l'argent et au final, tu vois, le billet est plus important que l'acquisition du Ouais, terrain. ouais. Voilà. Mais c'est possible parce qu'après, on peut s'y retrouver. Il y a tout un mécanisme en fait comment dire, de récupération en fait de crédit d'impôt avec des investissements qui sont faits et tout. Et donc, on arrive à faire des opérations blanches en fait dessus. Donc, c'est-à-dire que la forêt, à long terme, si tu l'entretiens bien, pour résumer, ça peut être rentable, ça peut être très rentable, c'est-à-dire que tu peux gagner de l'argent, mais à très long terme. Je te parle sur la vie d'un être humain, c'est-à-dire que moi, si je gagne de Ouais, l'argent avec ce que j'ai planté, j'aurai plus de 60 ans, quoi, tu vois. ouais. Par contre, à court et moyen terme, tu retrouves tes sous, c'est-à-dire que en général, l'État, en tout cas la fiscalité de l'État, te récompense
par le crédit d'impôt sur les montants que tu as investis. C'est-à-dire que tu payes moins d'impôts sur le revenu. Euh, donc, tu arrives à faire des opérations blanches, mais ça sous-entend qu'en amont, toi, tu as investi de ton temps et de ton argent pour planter, etc., pour récupérer, pour avoir l'opportunité d'avoir ce crédit d'impôt. Donc, Ouais, finalement, au ouais. lieu de payer des impôts et de le donner à l'État, bah, tu payes pas d'impôts, mais par contre, voilà, tu plantes des arbres, tu t'entretiens, tu façonnes le paysage, etc., et tu donnes du sens à ce que tu viens d'entreprendre. Voilà. Et l'objectif plus tard, c'est quand tout sera beau, tout sera mis en place, etc. Bah après, voilà, pourquoi pas faire découvrir, tu organises des petites balades et tout, et puis on explique aux gens comment on a fait, pourquoi on le fait, etc., pour donner aussi envie aux gens de découvrir ce qu'on fait, et puis pourquoi pas pour qu'ils se lancent, etc. Mais le but, c'est vraiment aussi de communiquer sur ce qu'on fait à la société civile, parce Hmm. on n'a pas forcément connaissance de ça, quoi, tu vois. Bah, c'est ça, oui, complètement. Alors qu'en réalité, je suis sûr que, enfin, moi, en tout cas, encore une fois, c'est un sujet, tu vois, que je trouve super intéressant. Cette notion de valorisation, de transmission, puis aussi de préservation et de valorisation d'un territoire. Donc, ouais, carrément. En tout cas, si moi, je vais continuer à jeter un œil sur Inuts We Trust régulièrement, et je pense que s'il y a des articles qui sortent spécifiquement sur ça, je serai un des premiers à les dévorer. Ouais, ouais, non, Excellent. mais carrément, il n'y a pas de. Et puis pour finir, peut-être sur ça, c'est Ouais. du coup, nous, on a aussi indirectement une responsabilité en tant que consommateur, parce que c'est un sujet qui est peu connu, c'est-à-dire que voilà, il faut, effectivement, si tu n'as pas de famille qui est là-dedans, ou si même toi, tu n'as pas eu la présence d'esprit, en tout cas, de faire cette démarche d'acquisition de forêt, ou voilà, tout simplement de t'intéresser au sujet, c'est quelque chose tu as l'impression, en fait, ça ne te touche pas, ça ne te concerne pas, alors que si, parce que tous les gens, toutes les personnes en fait qui vont faire de l'aménagement dans leur appartement, leur maison, etc. Enfin, tout le monde achète des meubles, tu vois. Tout le monde consomme en fait des produits dont la matière première est le bois. Par contre, je te mets au défi de me trouver des personnes qui ont un intérieur chez eux, des meubles, des buffets, des tables basses, des tables à manger, etc. avec du bois français, tu vois. C'est-à-dire que c'est là où c'est très paradoxal, c'est-à-dire que la société civile va avoir des exigences très fortes sur ah mais vous vous rendez compte, faut pas couper les arbres, faut faire ci, faut faire ça, etc. Alors que même en fait finalement ils achètent tous leurs meubles à Ikea ou à Conforama ou des trucs comme ça avec des bois qui viennent en fait de partout sauf de la France, tu vois. Donc Ouais. c'est là aussi où une comment dire une ambition ou un devoir presque même d'informer les gens sur vraiment la valeur. C'est des produits de forte valeur ajoutée parce que derrière, il y a une démarche, il y a un travail, etc. Et en tout cas, moi, je suis convaincu qu'on reviendra de plus en plus vers ça, c'est-à-dire qu'il vaut mieux acheter un meuble finalement qui va rester chez toi toute ta vie. Alors après, tu pourras le sublimer, tu pourras le poncer, le peindre d'une autre couleur, etc. Mais quelque chose qui va résister dans le temps, plutôt que voilà d'acheter du prêt à jeter comme ça. Dans des magasins, dans des grandes enseignes, alors que finalement tout vient d'ailleurs. Et le pire, c'est que souvent, euh, le bois français est vendu à l'étranger, il est traité, transformé à l'étranger, et il revient en fait dans les magasins en France en redistribution. Mais donc toi, tu rachètes finalement du bois français, sauf que entre-temps, il a fait le tour du monde Hmm. parce qu'il a été transformé, par exemple, en Chine. Et puis finalement, ça donne ta cuisine, tu vois, une partie en tout cas. C'est un peu comme dans l'industrie agroalimentaire, ils font aussi des fois du cracking, ça s'appelle, c'est-à-dire que sur les bois de mauvaise qualité, ils vont le décomposer pour faire différentes sources de matières premières, et puis après ça va faire de la pâte à papier, puis l'autre ça va faire de la colle, puis l'autre ça va faire etc. etc. Tu vois. Et finalement, tu arrives avec un produit qui a fait le tour du monde, mais qui vient quand même de chez toi, tu vois. Enfin bon, voilà, c'est un des enjeux et il faut aussi que la société comprenne que on a une responsabilité en tant que consommateur pour choisir ce genre de produit et, euh, et faire des achats responsables qui détruisent pas en fait notre environnement. Voilà. Ouais, c'est un super point. Euh, Bon, là, on rentre vraiment dans le détail sur toute la partie, enfin, sur tout ce sujet-là, mais que je trouve hyper intéressant. Et j'avais vu, alors je suis pas du tout spécialiste du sujet, mais par rapport à ce que tu expliquais sur le fait que le bois souvent part de France pour y revenir une fois transformé, je viens de retrouver l'article que j'avais lu. Apparemment, il y a un arbre sur trois qui est coupé en France qui part en Chine. Et d'ailleurs, en Chine, ils ont interdit
apparemment en 2021, la coupe de chêne. C'est interdit maintenant de couper un chêne Oui, en parce Chine. c'était un article du Monde, je crois. Je sais plus l'article. Ouais, ou là, je suis sur RTL, mais je l'ai vu, j'avais peut-être dû le voir sur Le Monde, Il y je avait une sais plus trop, tribune, mais il y avait une tribune qui était passée, mais oui, effectivement, parce qu'en fait, eux, ils ont tellement coupé que ils ont, en fait, ils ont plus de, enfin, certaines essences en fait sont en voie de disparition entre guillemets. Donc, ils ont mis des alertes comme ça, et c'est pour ça qu'ils se fournissent vraiment beaucoup à l'étranger. Et la France est un gros client de la Chine en matière de produits de sylviculture. Ouais. ok. Donc après c'est Ouais, compliqué, hein, c'est compliqué. Voilà, on rentre après enfin comment dire, dans l'industrie du bois. Après, ouais, voilà, il faut avoir les chiffres en tête, etc. Mais moi, j'en suis pas là. Enfin, je connais à mon échelle, je suis pas du tout spécialiste, mais de ce que je sais en tout cas, c'est que nous, en tant que producteurs ou consommateurs, on a un rôle à jouer pour donner du bon sens et de la cohérence là-dedans. Donc faut être ouais. respectueux de comment ça a été fait, d'où ça vient, et après aussi, ben, voilà, faire des efforts pour consommer en fait intelligemment. Et je pense que c'est vraiment le b.a.-ba de chaque citoyen en fait France qui devrait faire ça, hein. C'est-à-dire que on ne devrait même pas se poser la question, ça devrait être du bon sens, mais encore faut-il que pour qu'il y ait ce bon sens, cette notion de bon sens, il faut aussi des personnes qui expliquent en fait Ouais. les rouages de cette démarche-là, et ça c'est important parce que je pense que voilà, c'est la communication, elle doit vraiment être fondamentale par rapport à ça. Et il y a un Mm. gros déficit sur ça dans ce genre de domaine par rapport à la société civile qui a des avis bâtis sur beaucoup de préjugés, beaucoup d'amalgames, et voilà, il y a vraiment un gros levier ici d'amélioration. Faut que vous sortiez avec Ben la gestion forestière pour les nuls. Comment devenir propriétaire forestier. Excellent. Ok, donc là, on a parlé de ton engagement, on va dire civil à travers ton job. Où en gros, si je schématise très simplement, tu essaies en gros de faciliter la vie de la population en Occitanie, sur l'accès à l'information notamment. On a parlé d'un engagement un peu plus long terme sur la transmission d'un patrimoine, en l'occurrence naturel, avec la forêt. Donc ça, c'est un deuxième aspect que je trouve super intéressant de ta démarche de devenir une meilleure version de toi-même, ou en tout cas de continuellement t'améliorer, comme tu nous le disais en intro. Il y a un troisième univers. On a parlé de In Nuts We Trust, évidemment. La forêt, c'est un des projets que tu mets en avant sur cette plateforme. On n'avait pas parlé du miel d'ailleurs, je viens de... Ah, mais ça, je savais pas ça. Il y a le miel aussi. Oui, parce que, alors je pense qu'il y a une petite parenthèse qu'on peut ouvrir puis fermer, comme ça on passera à l'autre thématique. Au tout début, quand on s'est lancé en 2018, quand je te disais, ouais, j'ai rencontré Ben, on a professionnalisé, enfin, on a eu ce désir de professionnaliser un peu le site en mettant. Parce que ce qui était important, c'était de mettre ses compétences d'agronome en parallèle de mes compétences en chef de projet informatique, parce que voilà, il y a toute une infrastructure à avoir au niveau du site, formaliser des articles, les diffuser, et puis après diffuser ça sur Internet, bien référencer le site, etc. Voilà, toute une gestion de projet au global, avec du contenu propulsé et vérifié aussi par Ben, par rapport à sa compétence en agronomie. Et donc, ce qui était intéressant aussi, c'est de montrer aux gens au tout début qu'on pouvait, nous, en tant que consommateurs, créer un produit responsable assez facilement. Et donc, c'est ce qu'on a fait en fait avec du miel. On avait monté une petite marque qui s'appelait Diablo Corps. Tu sais, c'est avoir le diable au corps, c'était souvent nos grands-mères qui disaient ça. En fait, c'est quand tu avais le feu, tu vois, tu étais un peu foufou et tu bougeais partout et tu avais le diable au corps. Et du coup, donc on avait nos deux petites trombines un peu à la Gavroche dessus sur le pot. Et en fait, on avait fait un petit benchmark, un petit état des lieux, là, en français, pardon, voilà, des producteurs de miel pas très loin, enfin en tout cas en Occitanie, et on avait trouvé des apiculteurs dans le Gers qui vendaient du miel pas du tout en pot, puisque eux ils fournissaient des grands hôtels, des grands restaurants. En fait, ils faisaient du miel tu sais, sous forme de bûchette pour accompagner ton thé Mhm. par exemple, etc. Et du coup, on leur avait soumis l'idée de projet, ils avaient super adhéré.
Et donc, du coup, on avait pris notre voiture avec Ben, il était descendu à Montpellier, puis on était allé chercher notre miel dans le Gers. Donc je m'en souviens, on avait pris une petite voiture que mon ex à l'époque m'avait prêtée et on était parti chercher, on avait je sais pas 100 kilos de miel je crois dans la Twingo, c'était incroyable. Donc on avait fait 3h30 de route. On était allé prendre notre miel, on l'avait mis en pot et après on avait rechargé la voiture le lendemain, on avait dormi sur place et on était revenu chez moi et on avait stocké dans mon appart, je crois, trois quarts du miel, puisque Ben repartait, il avait amené une grosse valise, il repartait avec une centaine de pots à Paris. Enfin, c'était un délire, hein, logistiquement. Enfin voilà. Et donc moi j'avais stocké ça dans mon appart. Il y avait des pots de miel partout. Et on avait acheté tout ce qu'il fallait en termes de fourniture pour faire, tu sais, les colis, de l'espèce de paille ou du carton là pour pas que ça se casse dedans, du scotch, etc. pour les étiquettes fragiles, etc. Enfin c'était et je m'en souviens, pendant 6 mois dans mon appart, c'était l'usine parce qu'en fait, on avait une boutique, on avait ouvert une boutique, on avait mis ça en commande, on avait des commandes et je faisais que des colis tout le temps. Euh, et donc, comme j'en avais marre d'aller à la poste, en plus, à la fin, j'avais découvert que sur le site de la poste, tu pouvais, tu sais, imprimer tes étiquettes et les mettre directement dans ta boîte aux lettres. Et comme ça, le facteur les prenait et tu n'avais pas à aller à la poste parce que sinon, je devais faire la queue et tout, enfin, tu t'en sortais pas. Et donc, je faisais ça tous les jours, c'était l'usine. Mais ce qui était intéressant, c'était que on a pu communiquer sur ça. On avait un site dédié, etc. Et on a pu communiquer sur, voilà, il y a beaucoup de gens qui ont goûté ce miel-là. On avait du miel toute fleur et puis des mélanges, des assemblages de tournesol, de colza. On avait fait même une édition spéciale avec du miel d'acacia. Et en fait, ça montrait aux gens que voilà, on pouvait faire la démarche d'aller voir des producteurs qui travaillaient. Alors, le miel n'était pas certifié bio parce que ça n'a pas trop de sens de certifier du miel bio, puisque tu sais, les abeilles, elles vont dans un rayon elles butinent dans un rayon de 3 km. Donc après, comment tu fais pour te dire si l'abeille, elle n'est pas allée voir à un moment une parcelle qui a été arrosée de pesticides à un moment donné, tu vois? Ouais. Donc, ce qui peut garantir en fait la vraie qualité du miel, c'est le fait que, voilà, ensuite ils font tester leur miel en laboratoire et c'est garanti sans pesticides. Et eux, c'était garanti sans pesticides. Mais pourtant, c'était pas labellisé bio parce qu'ils n'avaient pas fait la démarche et tout. Par contre, on avait un miel super, super intéressant, de super bonne qualité, niveau nutritionnel, c'était top. Et donc, on proposait ça à la vente. On a dit aux gens, bah, vous voyez, on peut faire un produit responsable. Et en plus, on a pu communiquer sur le miel. C'est pour ça que sur Inox We Trust, il y a un article dédié, très approfondi d'ailleurs, sur le miel. On avait fait des infographies, on avait fait des podcasts, etc. Parce que c'est un produit de luxe, le miel, hein, fabriqué, c'est un des seuls produits d'ailleurs qu'on peut consommer, euh, fabriqué par des animaux comme ça, qu'on peut consommer directement avec des vertus antiseptiques, etc., qui existent depuis je crois que les premières traces de miel, j'avais écouté une émission il n'y a pas très longtemps, c'était il y a, il y a 4000 ou 5000 ans, enfin, pas les premières traces de miel, les premières traces De consommation de miel. enfin, en termes d'apiculture, c'est-à-dire D'accord. voilà, faire des ruches, voilà, faire de la production de miel, etc. Tu vois, 4000, 5000 ans, je crois. Enfin, c'est quand même incroyable, tu vois, il y a toute une histoire derrière. Et puis après, il y a aussi tu sais, il y a plus de 20 000 espèces d'abeilles dans le monde. Il y a plein de familles d'abeilles, tu vois. Tu sais, elles sont organisées en véritable société, etc. Enfin, c'est vraiment un monde super, super incroyable. D'ailleurs, j'en profite, il y a une émission qui s'appelle Sur les épaules de Darwin sur France Inter. C'est une émission scientifique qui passe tous les samedis aux alentours de midi. Et il y a un podcast qui s'appelle L'âme de l'été. Donc l'âme de l'été, en fait, c'est pour dire c'est l'abeille, c'est elle l'âme de l'été. Et il retrace en fait toute l'histoire des abeilles. Enfin, franchement, vous mettez le podcast, ça dure 1 heure. Vous vous posez devant votre canapé, etc. Vous regardez le plafond ou le ciel ou ce que vous voulez et vous écoutez le gars parler. Et c'est un voyage en fait à travers le temps des abeilles, du miel, etc. C'est juste magnifique et tout le monde devrait écouter cette émission. Voilà. Bah Et écoute, donc, je mettrai le lien. Je voilà. mettrai Donc, le lien et je l'écouterai surtout. ouais, c'est Jean-Claude Amezen, c'est un biologiste et pareil, c'est une démarche scientifique, tout est sourcé et tout, c'est juste génial. Et voilà. Et pour fermer la parenthèse, donc du coup, on a fait du miel.
L'objectif, c'était voilà, pas d'être vendeur de miel, mais de montrer aux gens que c'était possible de concevoir un produit responsable dans un pot en verre, etc., machin, et de proposer ça aux gens et donc de consommer autrement. Voilà. Donc, si on est capable, nous, de faire ça à notre échelle, Ben et Hugo, en plus de notre boulot, en plus du CrossFit, en rentrant chez nous le soir, en envoyant des colis depuis son appartement, etc., bah, finalement, tout est possible. Tu vois ce que je veux dire? C'est, Ouais. voilà, c'est-à-dire que c'est juste de la volonté enfin, les gens doivent avoir cette volonté-là et voilà, ce déclic de dire, bon, bah voilà, maintenant, ça y est, je veux changer le monde. C'est pas utopique, en fait, je peux le faire, c'est juste à ma portée de main, allons-y, quoi. Voilà, c'était ça, en fait, le but. Ouais, et c'est ça que j'ai trouvé absolument dingue dans ton parcours, tu vois, quand Diane m'en a parlé et pendant notre premier échange, c'est que sur le podcast, j'ai souvent la chance d'accueillir des gens qui, comment expliquer ça sans que ça, enfin, il y a rien de négatif dans ce que je vais dire, tu vois, mais qui dédient une grosse partie de leur temps en fait à un type d'activité. Typiquement, tu vois, des athlètes de haut niveau. Et donc, j'ai des retours qui sont tout le temps positifs sur les épisodes. Mais c'est vrai que parfois, il y a des gens qui me disent, bon, après, c'est vrai que voilà, ça fait vraiment rêver, mais ça m'incite à me dépasser. Mais d'un autre côté, je me dis que bah, voilà, j'ai plus de 35 ans. Moi, le sport de haut niveau, c'est terminé, en fait. Il faut s'y mettre à 14 ans. Et faire ça, tu vois, la première partie de ta vie, sinon tu peux jamais rattraper le retard, physiquement on vieillit, etc. Et un peu la même chose, tu vois, dans certains projets d'aventure où les gens me disent, bah, j'ai pas forcément le temps, je peux pas partir un an, tu vois, faire le tour du monde en passant par le pôle Nord comme Mike Horn. Et donc, ce que j'adore avec les invités comme toi, c'est justement en fait la capacité que vous avez, c'est le fait que vous illustrez parfaitement cette notion de dépassement dans ton quotidien en fait. Tu vois, ton aventure avec le miel ou les forêts ou In Nuts We Trust qui sont que des choses en fait, des sortes de, enfin c'est des side projects en fait, c'est des choses que vous faites en parallèle Ouais, c'est ça. qui vous rapportent, j'imagine, pas grand-chose, voire rien, voire plutôt qui vous coûtent de l'argent, un peu comme moi avec les frappés, Ouais, bah oui. mais qui montrent bien, tu vois, que en fait c'est possible, que vous pouvez avoir un impact à votre niveau, et en fait c'est aussi ça, le dépassement de soi, la détermination et la résilience, c'est être capable de bah, avec la réalité qui est la sienne, et toi en l'occurrence, j'imagine que ton job, il te prend, comme tout le monde, beaucoup de temps, Oui. bah, de malgré tout de lancer des initiatives et d'avoir un impact à ton niveau. Et je pense que tu vois, si tout le monde faisait ça, ou ne serait-ce que 10% des cercles autour desquels on gravite, enfin, t'imagines, ce serait juste complètement incroyable. Donc, franchement, pour le moment, on n'a pas encore parlé du CrossFit, tu l'as mentionné, donc voilà, ça nous fait un peu le teasing pour la suite. Mais je trouve ça juste génial de voir tout ce que tu as réussi à mettre en place et voilà, que ce soit dans une démarche vraiment de non seulement d'amélioration pour toi, mais aussi de transmission de quelque chose et de peut-être, bon, je sais pas si le terme est trop fort, mais presque d'éveil, j'ai l'impression, tu vois, Ouais, non, de mais faire se réveiller les gens. voilà, c'est exactement ça. Je suis 100% aligné avec ce que tu dis, hein. C'est d'ailleurs là aussi où c'est difficile, c'est-à-dire que des fois on a l'impression qu'on travaille, tu sais, un peu dans l'ombre, c'est-à-dire que on n'a pas, tu vois, sur les réseaux sociaux, on a une petite communauté, à peine 5000 follow, je crois. Euh, on fait quand même du travail de qualité, hein, sans se brosser dans le sens du poil. Bah non, mais c'est un transfert de compétences qu'on a déjà nous dans notre milieu professionnel, qu'on met à profit en fait de la collectivité, donc de la collectivité dans le sens de la société civile pour justement, comme tu dis, éveiller les gens. Donc c'est beaucoup de travail, sachant que à côté, voilà, on a nos occupations personnelles, tu vois, on a notre vie sentimentale, on a le sport, on a le boulot, on a tout ce qu'on fait à côté, etc. Donc c'est quelque chose, c'est de la passion, donc on fait ça avec plaisir. Mais c'est vrai que fondamentalement, si tu prends du recul, pour l'instant en tout cas, on n'est pas récompensé à la hauteur de ce qu'on devrait être Ouais. si le monde était dirigé par le bon sens, tu vois, entre guillemets. C'est-à-dire que, voilà. Mais pour autant, il faut pas lâcher, parce qu'en fait, nous, notre force, euh, c'est c'est notre ténacité, en fait. C'est-à-dire que nous, je veux dire, on est là aujourd'hui, mais dans 10 ans, on sera toujours là, tu vois. Enfin, moi, je serai toujours là, enfin, dans le sens où, si je suis pas mort, hein, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que ce feu que j'ai en moi, que nous avons en nous, en fait, ce désir de vouloir euh,
participer, amener notre petite brique, comme ça, justement, pour façonner le monde de demain. C'est quelque chose qui nous anime depuis très longtemps et qui remonte depuis notre enfance et qui s'arrêtera en fait le jour où je rendrai mon dernier souffle. C'est sûr et certain, je me connais parce on est comme ça. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'entend super bien avec Ben, même s'il est un peu plus jeune que moi, et on a tout de suite accroché et qu'on est sur la même longueur d'onde. Enfin, j'ai quand même monté parce qu'on a Inox We Trust maintenant, c'est une entreprise, hein, c'est une société par action Ok, syndiquée depuis septembre 2020, 2021, pardon, puisqu'il y a des marques maintenant qui nous missionnent pour les aider justement à concevoir des produits plus responsables. Et ça, c'est génial. quelque chose qu'on fait à côté de notre boulot. Donc, c'est-à-dire que, tu vois, tu as des gens qui nous disent, oui, mais toi, tu es fonctionnaire, machin. Bah ouais, je suis fonctionnaire, machin. Donc, déjà, ça veut rien dire ce que tu dis. Et en plus, je suis aussi entrepreneur parce que j'ai une société. Tu vois, à côté, j'ai dû faire une déclaration de cumul d'activité. Je suis dans les statuts, on a monté des statuts, on a un cabinet comptable, etc. Donc, c'est de la gestion d'entreprise qu'on a à côté de notre boulot, tu vois. Donc, les gens, ils disent toujours des fois, parce que, tu sais, sur les réseaux, il y a quand même pas mal de critiques. Il y a beaucoup plus de points positifs que de critiques, hein, d'ailleurs, en passant. Mais des fois, j'ai envie de leur dire, mais allez-y, faites-le aussi, vous. Enfin, proposez. C'est clair. Qu'est-ce que vous faites enfin, concrètement, mis à part balancer quelque chose de gratuit qui va être décontextualisé, qui va pas être sourcé, bah rien en fait, tu vois. C'est-à-dire que nous, ce qu'on aime aussi, c'est faire, tu vois. C'est faire un site, proposer du contenu sur le site, proposer du contenu sur les réseaux, faire du miel, faire des événements un peu sympas, tu vois, proposer des choses aux gens, faire une entreprise, essayer d'amener cette contribution-là. Et surtout de la caler, comme je disais au début, par rapport à notre vision de la vie, qui, moi, depuis tout petit, je suis né à la campagne. Euh, D'ailleurs, j'ai oublié de le dire ça tout à l'heure, mais c'est bien aussi de faire des petits allers-retours. Mais ce qui est paradoxal, c'est que moi, j'adorais la campagne, mais je détestais le travail de mes parents quand j'étais petit. Parce que tu sais, quand tu es petit, ben, tu vois, tu as envie de jouer un peu avec tes copains. Tu vois, moi, je suis la génération. Tu vois, je suis né le 27 décembre 1985, donc il y a eu les premiers jeux vidéo pas longtemps après. Et puis, si tu veux, voilà, quand j'allais à l'école et quand je voyais mes potes qui jouaient un peu à la console, qui faisaient des trucs comme ça, et que moi, en fait, je devais des fois accompagner mes parents et que c'était l'hiver, il faisait froid, il faisait -3, -4, -5 degrés. T'avais mon père avec la débroussailleuse en train de couper les arbres, les sapins de Noël pour que ma mère charge dans le fourgon pour ensuite amener ça à Noël dans les chaumières, tu vois, pour les vendre. Euh, et que toi, au final, il faisait ça jusqu'au 24 décembre au soir, et que toi, au final, c'était toi les coordonnées les cordonniers les plus mal chaussés. C'est-à-dire que toi, à la limite, à peine, tu avais décoré ton sapin, et tu vois, mes parents avaient pas trop de sous. Enfin, c'était quand même dur, tu vois. Je suis pas né d'une famille riche, donc on avait de quoi manger, on avait un toit sur la tête, mais ça s'arrêtait là. Tu vois, je suis jamais parti en vacances avec mes parents, etc. Et donc, je trouvais vraiment le rapport temps passé, coût physique, coût mental, et ce que ça rapporte, en fait, j'avais déjà compris avant 10 ans que c'était déjà difficile, tu vois. Et donc, du coup, je détestais ça. J'étais là, mais jamais je ferais ça, tu vois. Genre, jamais. Enfin, genre, tu vois, je voulais enlever ça de mon esprit, en fait, et balayer ça, et parce que je voulais avoir aucun rapport avec ça, tu vois. Euh, pour autant, eux, ils ont été là-dedans. Tu vois, mes grands-parents étaient dans l'agriculture, donc tu vois, ils avaient aussi un potager, un verger, etc. Donc il y avait la culture des arbres fruitiers, la culture des légumes, etc. Euh, et tu vois, mis bout à bout comme ça, finalement, en fait, c'est aussi des choses qui m'ont fait prendre conscience que plus tard, enfin de l'importance en fait, tu vois, du végétal, c'est-à-dire le fait de façonner son terroir, de planter des choses, de découvrir la vie en fait au fil des saisons, de découvrir en fait cette véritable valeur des choses pour en fait l'apprécier mais beaucoup plus tard, avec la maturité, avec mes expériences personnelles, etc., qui m'ont fait comprendre que en fait c'est ça le sens de la vie en fait, c'est-à-dire c'est d'être aussi d'avoir de faire union finalement avec son milieu environnemental et de savoir que tu as la capacité en fait de planter une graine et que ça donne un arbre fruitier et puis qu'après tu vas pouvoir manger, je sais pas, une framboise, un abricot, peu importe. Mais tu sais d'où ça vient, tu sais comment ça a été fait, etc. Et tu sais Hmm. que ça c'est la vie et que ça a de la valeur et qu'il faut le protéger. Et que si demain il n'y a plus ça, en fait, il n'y a plus rien, tu vois.
Donc, en fait, mais ça, je l'ai compris beaucoup plus tard, en fait. Au début, j'étais un peu énervé parce que, tu sais, quand t'es petit, t'as juste envie de t'amuser et puis de pas avoir de responsabilité un peu mentale, si tu veux, voilà. Parce que t'es un peu jaloux des autres qui n'ont pas ce genre de soucis à gérer ça, qui partent en vacances avec leurs parents, qui ont juste à travailler bien à l'école, soit jouer aux jeux vidéo, aller faire du vélo, etc. Et toi qui dois subir ça, en fait, pendant des années, des années, des années, tu vois. Ça m'a perturbé, mais c'est aussi ce qui fait ma force maintenant, tu vois. C'est quelque chose qui, comment dire, je pense que beaucoup de personnes qui entendront ça aussi vont se retrouver là-dedans. C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, moi, je j'ai aucun problème avec ça. Je le dis, tu sais, je me fais suivre par un psychologue parce qu'en fait, c'est des choses aussi. Comment dire, j'ai été presque, si tu veux, je culpabilisais presque à un moment d'avoir eu en fait, cette enfance un peu, tu vois, difficile. Et si tu veux, je comprenais pas en fait pourquoi il y avait des personnes, alors il y a beaucoup plus malheureux que moi et tout, etc. Mais à sa propre échelle, tu vois, il y a pas, enfin, on peut pas, comment dire, mettre sur une échelle de valeur en fait. Les différentes souffrances. Tu vois, ma petite, elle me dit tout le temps, mais Hugo, c'est pas parce que, bien sûr qu'il y a plus malheureux que vous, il y a l'Africain qui va pas avoir à manger, etc. et tout, mais il y a pas de hiérarchie dans la souffrance. C'est-à-dire que vous avez eu votre souffrance qui fait ce que vous êtes maintenant. Et il faut savoir aussi, il faut la comprendre pour l'expliquer et pour aussi en tirer votre force et en tirer parti, tu vois. Mais ça, je l'ai compris beaucoup plus tard, tu vois, je l'ai compris à plus de 30 ans, tu vois. Alors que ça a façonné en fait mon enfance et mon existence, voilà, conjugué à des périodes difficiles en plus de ça dans mon enfance, tu vois. Et du coup, j'ai détesté vraiment, tu vois, cette nature-là, alors qu'aujourd'hui, presque, je donnerais ma vie pour elle. C'est-à-dire que, mais c'est vrai, c'est fou d'ailleurs de se dire ça, c'est-à-dire que euh, je trouverais ça vraiment très dommage que nos générations, en fait, ne fassent pas en sorte de protéger en fait tout ça. Et d'ailleurs, ce qui est encore plus paradoxal, c'est que les jeunes générations d'aujourd'hui, celles qui arrivent là, qui ont même pas 18 ans jusqu'à 25 ans, etc., elles sont beaucoup plus sensibles à l'environnement que les gens de notre génération à nous, là, 35, 40 ans, qui sont presque des fois, tu sais, c'est un peu comme dans la chanson d'Orelsan, c'est quand il dit dans La fête de famille, c'est Vincent, t'as le même âge que moi, pourquoi t'es plus vieux? Tu vois, c'est exactement ça. C'est-à-dire que t'as des gens, je te jure, ils ont mon âge, mais les mecs, ils sont nés en 1950, les mecs. C'est-à-dire que c'est assez incroyable. Alors que en fait, tu as des gens t'as des jeunes lycéens et tout, des fois que j'entends parler et tout, même s'ils ont des fois des langages, etc., un peu limite, mais bon, ça, c'est des conflits intergénérationnels. Mais en fait, ils vont avoir beaucoup plus de sensibilité à l'environnement, ils vont savoir plus de choses, ils vont savoir plus d'enjeux, etc. Ils vont être plus, comme tu disais, comment dire, sensibles à ça, tu vois. Et c'est ces gens-là, en fait, et nous aussi, on a le devoir aussi d'assurer cette transition finalement entre l'ancien monde et le nouveau monde avec ceux qui vont prendre le relais, tu vois. Voilà. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est important aussi de prendre du recul par rapport à tout ça pour savoir que ce qui est important finalement, c'est de protéger cette vie-là et que ce soit cohérent par rapport à nos activités. Il y a nos modes de vie parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est de manger, de s'amuser d'essayer de vivre heureux en tout cas le plus possible. Parce que, ben voilà, comme je le disais au tout début, on est là pas très longtemps sur la planète et ça serait dommage en tout cas de pas essayer de faire ça. Et encore une fois, il faut aussi pouvoir se regarder dans la glace, c'est-à-dire moi en tant qu'être humain, est-ce que je peux apporter une contribution quelconque à la société? Est-ce que je peux faire en sorte de faire avancer les choses et comment je peux le faire? Parce que la vie, c'est pas voilà, juste aller au boulot, rentrer chez soi, regarder Netflix et recommencer ça jusqu'à la fin et faire des barbecues l'été. Voilà, enfin, je veux dire, il faut aussi, tu vois, il faut un peu, tu vois, augmenter le niveau. Tu sais, à un moment donné, c'est aussi super intéressant pour nous, en tant qu'être humain, tu vois, d'être confronté à des problématiques, d'essayer de trouver des solutions et de faire avancer les choses. Si on se plante, tant pis, on se plante, tu vois, c'est pas grave.
mais au moins on a essayé, tu vois. Et il faut pas avoir ce regret de ne pas avoir essayé. Ça marche pas, tant pis, mais au moins tu as essayé, au moins tu as réfléchi, au moins tu as échangé des idées, tu as discuté, etc. Et c'est ça le plus important, tu vois. Et je pense que tout le monde devrait essayer de faire ça. Voilà. Ouais, bah écoute, je suis 100% d'accord avec toi. Par rapport à ce que tu dis, hein, j'aime bien le. Je sais pas si c'est vraiment Mike Horn qui l'a dit pour la première fois, mais qu'en gros, quand tu regardes en moyenne, on a 30 000 jours dans une vie. Oui, Tu vois, par rapport à cette notion de temps qui file. Donc, franchement, 30 000 jours, quand tu fais une représentation graphique avec des petits carrés, des petits pixels sur un écran, une page Word, tu as 30 000 blocs dessus, hein, si, tu vois, si tu réduis tout. Et de te dire que là, voilà, tu as sous les yeux sur une page Word ta vie, je trouve ouais, que c'est un super rappel qu'en fait, enfin, il faut, je sais pas s'il faut, mais enfin, j'en sais rien d'ailleurs. Tu vois, moi, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que vivre sa vie, c'est pas mettre au boulot doudou, Netflix et vivre au gré des saisons sans rien faire. Tu vois, il y a des gens. Moi, j'ai déjà rencontré des gens qui m'ont dit, euh, mon job me plaît pas, mais il me reste que 15 ans à tenir. Tu vois. ouais, carrément, carrément. Et là, tu te dis, waouh, ok, 15 ans à tenir. Enfin, moi, je viens d'avoir 32 ans, c'est déjà plus que tout ce que j'ai travaillé. Et j'ai l'impression qu'il y a des expériences où c'était déjà trop. Donc 15 ans à tenir, waouh. Mais bon, bref. C'est une question d'ailleurs qui va faire une bonne transition. Euh, moi, je, j'ai tendance à penser que les expériences que j'ai pu vivre dans le sport, tu vois, notamment de dépassement, d'intensité, tout ce que ça m'a apporté émotionnellement, parce que j'ai fait beaucoup de sport assez jeune en judo. J'ai tendance à penser que c'est ça, tu vois, qui fait que aujourd'hui, bah, j'ai plutôt, un peu comme toi, tu vois, un état d'esprit d'entrepreneur, de personnes qui s'impliquent sur différents projets, en tout cas qui essaie d'aller, qui fait son max pour aller au bout de ce qu'il entreprend. Je serais curieux de savoir, toi, quelle est ta vision et notamment ce que t'apporte le CrossFit. Et puis peut-être un peu, tu vois, la genèse, comment est-ce que tu en es arrivé à tomber dans la marmite du CrossFit. Oui. Euh, et ben, tout à fait aléatoirement, en fait, finalement. Non, alors j'ai toujours été. Alors moi, j'aime bien me décrire comme ça, et d'ailleurs dans les faits, ça se vérifie. Hein, je suis pas, j'ai aucune compétence particulière en sport. C'est-à-dire que je suis pas bon, mais je suis pas nul non plus, tu vois. Par contre, je vais être touche à tout dans la plupart des sports. Tu vois, je vais bien savoir lancer le ballon, je vais bien savoir, tu vois, faire un peu de CrossFit. Je vais bien savoir. Tu me fais découvrir un sport, bah, je vais être vite, je vais me débrouiller en fait, tu vois. Et mais depuis que je suis petit, si tu veux, voilà, je faisais beaucoup de VTT, de cross-country en perso avec des copains parce que bah, la Corrèze, c'est quand même un milieu très sympa pour faire ça. Et après, j'ai fait beaucoup de. J'ai commencé par le judo aussi. Je suis allé jusqu'à la ceinture bleue, je m'en souviens. J'ai vite arrêté parce que j'étais en école de rugby et quand t'es petit, tu sais, tu fais un peu de tout. Et du coup, tu te rends compte que ben, tellement tu fais un peu de tout, tu touche à tout, t'as pas de temps pour jouer avec tes copains, etc. Donc j'ai tout lâché du jour au lendemain. Sachant que je faisais de la musique aussi quand j'étais petit, je faisais du piano, j'ai fait 4 ans de piano. Euh, et je me suis remis d'ailleurs récemment à la musique, puisque maintenant je fais du violon, tu vois, un petit truc en plus particulier, tu vois. J'aime bien, j'avais envie de le placer, tu vois. Mais du coup, voilà. Et donc, du coup, j'ai commencé en fait à 11 ans le tennis de table et j'en ai fait pendant 10 ans. Donc, j'avais un niveau. Le tennis de table, tu sais, si tu commences pas très jeune, c'est chaud d'avoir vraiment un très gros niveau. Donc, j'avais le niveau régional. J'allais de temps en temps aux compétitions régionales. C'était déjà bien parce que j'arrivais à aller au-delà du département et tout. Donc voilà, j'étais à l'époque classé 60. Voilà, donc là, ça a changé. Je pourrais plus te dire comment ça, ils calculent ça, mais voilà, c'était un niveau régional, quoi. Et après, j'ai recommencé le rugby, en fait. D'abord en rugby universitaire quand je suis retombé à Montpellier euh, pendant 2 3 ans. Et après, j'ai repris, en fait, quand je suis retourné en Corrèze, avant, parce que je travaillais dans le privé, dans une coopérative forestière d'ailleurs. Et donc, je faisais du rugby à côté où j'en ai refait pendant 2 3 ans. Euh, donc on avait un niveau honneur fédéral 3 quoi. Et donc à côté, je faisais beaucoup de salles, beaucoup de muscu pour bah, justement améliorer les performances, etc. Et puis pour s'entretenir.
Et d'ailleurs, je faisais ça tellement bien que j'avais eu un challenge avec des potes à l'époque pour faire un concours de bodybuilding amateur. J'avais fait ça. Ça, c'est une expérience aussi à part entière, hein. J'étais allé à Saint-Étienne faire un premier pas, ça s'appelle. Donc c'est les gens qui ont jamais fait ça et ils montent sur scène en slip, tu vois. Et ils font des exercices. Enfin, voilà, ils font du posing, quoi, tu vois. Mais moi, j'étais tout naturel que je suis, élevé à la graine, tu vois, et j'avais quand même un bon physique, hein, tu vois, mais rien à voir avec les gens qui étaient là. Mais voilà, c'est quand même un délire de monter en slip sur une scène avec 500 personnes qui te regardent, avec les projecteurs où tu vois rien du tout. Bon, bref. Euh, et puis après, en fait, quand je suis retourné à Montpellier, si tu veux, j'ai arrêté le rugby. J'ai arrêté le rugby et je voulais en fait me concentrer sur un sport où je pouvais mettre à profit quelques facilités que j'avais en muscu, parce que j'étais quand même bon en squat, en soulevé de terre, etc. Et puis j'ai découvert le CrossFit en fait par hasard, mi-2015, où j'avais commencé à Carcassonne, quand j'y étais à la boxe de Carcassonne, tu vois. Donc j'ai fait à peu près 6-7 mois là-bas. Et après, quand j'ai eu mon poste à Montpellier, je me suis inscrit directement au Cube à Montpellier. Et puis maintenant, je suis à M34 CrossFit South, là, à côté de Montpellier, à Pérols. Et donc maintenant, je suis dans ma 7e année, tu vois, de CrossFit. Voilà. Donc ça commence à faire. Donc j'ai fait pas mal de compètes en team, puis individuel, surtout l'année dernière où j'ai réussi à me qualifier. J'étais content, tu vois, à des compètes un peu sympas comme les affiliate battle à Nîmes ou les Marseille Trodon justement au Dôme de Marseille, qui sont quand même des compètes d'envergure nationale et tout, en tant qu'individuel, parce que maintenant je suis dans la catégorie master, tu sais, dans le CrossFit, il y a des catégories d'âge à partir de 35 ans jusqu'à 40, tu es en catégorie master 35-40. Et du coup, comme j'ai un peu de vécu, entre guillemets, en CrossFit, bah, j'arrive à me qualifier à des compètes un peu sympas. Mais le niveau est vraiment très élevé et il fait qu'augmenter et j'arrive pas, j'ai du mal à, je trouve que c'est compliqué en fait, si tu veux. Alors, je prends beaucoup de plaisir dans le CrossFit, mais moi, je fais du CrossFit aussi parce que j'ai envie de faire du CrossFit toute ma vie, tu vois. C'est-à-dire que vraiment, moi, j'espère un jour, je serai en 60 plus et je ferai des compètes, tu vois. Donc, non, mais clairement, tu vois, je connais un gars qui s'appelle Christian Galli, qui était un des premiers masters à faire les CrossFit Games. Et il a une maison de vacances en Corrèze, là, à côté de chez mon père. Et, euh, le gars, enfin, c'est une machine, tu vois. Il a plus de 60 ans, 65 même, je crois. Tu vois, il fait encore du CrossFit et tout. Tu vois, c'est un peu l'objectif, c'est ça, quoi. C'est-à-dire, comment faire, en fait, finalement, pour faire son sport toute la vie. Parce que, toi, moi, je vois beaucoup autour de moi maintenant des gens qui veulent progresser super vite, avoir tout de suite, etc. Et des fois, je leur dis, mais les gars, en fait, le but, c'est pas de faire ça juste un an ou deux, tu vois, avec 2 entraînements par jour, tu vois. Le but, c'est de faire ça, en fait, pendant 50 ans, tu vois. Ils Mm. comprennent pas ça, tu vois. Parce que moi, je fais, tu vois, le CrossFit, alors le sport, j'en fais depuis que je suis tout petit, mais le CrossFit, j'ai commencé en 2015, et là, je suis toujours là, en fait, tu vois. Et je me suis pas blessé, etc. Je fais ça intelligemment. Et finalement, en fait, on est très peu à faire ça encore au bout de tant d'années, conjugué à nos activités professionnelles, tu vois, sans s'être blessé et tout, on est très peu finalement. Ça veut dire que finalement, on est peu à avoir eu cette présence d'esprit à faire ça de manière intelligente, c'est-à-dire, bah voilà, à partir du moment où moi je fais des horaires de bureau de 8h à 17h, comment je fais pour ensuite aller m'entraîner, sachant que je suis resté assis sur un bureau, derrière le bureau toute la journée, comment je fais pour essayer de me caler une heure et demie d'entraînement, et de faire ça à peu près 4-5 fois par semaine, quoi, et d'essayer quand même d'être compétitif, c'est-à-dire pouvoir prétendre à me qualifier à certaines compètes sympas, tu vois, et faire des compètes dans l'année, voilà. Et donc, moi, j'ai cet état d'esprit-là, c'est-à-dire que je suis persévérant dans tout ce que je fais, et je sais que si je me blesse pas, et je touche du bois, j'arriverai à faire ça vraiment toute ma vie. Mais c'est quand même un challenge à part entière, c'est-à-dire que le CrossFit m'apporte cette rigueur, enfin, il m'apporte une rigueur dans le sens où il me le rend bien. Moi, je suis rigoureux en tant que personne, donc si tu veux, j'ai réussi à pas me blesser fondamentalement, c'est-à-dire j'ai pas eu de grosses blessures. Tu vois, des fois j'ai des petites contractures, des choses comme ça, mais je veux dire, je me suis jamais vraiment fait mal. J'arrive à 36 ans à continuer à performer, tu vois, à faire des compètes sympas. Mais ce qui est difficile, c'est que
ben, autour de toi, en fait, tu vois des gens qui progressent en fait beaucoup plus rapidement que toi parce qu'ils ont plus de temps, parce qu'ils ne travaillent pas forcément à côté, parce qu'ils s'entraînent plusieurs fois par jour, parce que, enfin, voilà, il y a vraiment plein de paramètres. Et tu sais, limite, des fois, pour rigoler, je dis à mes potes, tu sais, on devrait avoir une catégorie dans les compètes pour ceux qui font du crossfit, mais qui ont un boulot à côté. Parce qu'en fait, aujourd'hui, plus ça va, vraiment, plus les compètes, elles sont inaccessibles pour des gens comme nous, quoi. C'est-à-dire que si t'es pas bon de base, enfin si t'es un gars comme moi à peu près moyen, c'est-à-dire tu te débrouilles mais sans plus, et que t'as enfin voilà un job, et que en plus voilà il y a la vie quoi. Et encore j'ai pas d'enfant moi, donc comment tu fais en fait pour essayer d'être compétitif et pouvoir faire des compétitions tu vois de cette envergure-là? Et ben franchement ça devient de plus en plus dur, Mhm. ça devient de plus en plus dur. Et je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça un peu dommage, mais après, c'est ce qui fait aussi le sport. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un niveau enfin, c'est assez incroyable. Hein. Ça se professionnalise, j'ai l'impression. Bah, il y a ça, déjà, ça se professionnalise. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui dédient un peu leur vie à ça. Donc, tu vois, tu vois, moi, dans ma catégorie, il y a beaucoup de gens aussi qui sont coachs à côté. Donc, c'est-à-dire que les gens, ils sont toujours à la salle, donc ils peuvent s'entraîner Ouais. quand ils veulent, etc. Et donc, du coup, c'est dur pour des profils comme moi de suivre le rythme. C'est-à-dire, bah voilà, moi, je vais pouvoir m'entraîner qu'une fois et demie par jour, enfin, qu'une fois par jour, pardon, pendant une heure et demie. Et après, je vais faire ça 4-5 fois par semaine. Et puis après, ça va être chaud, quoi, tu vois. C'est-à-dire de faire plus. Donc, mais T'es ça, dans. Pardon, je te coupe, mais par curiosité, est-ce que tu es dans la catégorie de Willy Georges? non, lui, il est en open. Non? Lui, Il est en open, il a ok. pas 30 ans encore, oui, peut-être il a 30 ans, je sais plus. Non, il a pas 30 ans, il a 29 ans, je crois, Willy Georges. Il a Non, non, 29 lui, ans. ouais, lui, il est en open, Oh, en fait, t'es en open jusqu'à 35 ans. Voilà. d'accord. Quand tu as 35 ans révolus, tu passes en master automatiquement. Ok. Après, rien ne t'empêche de continuer à faire les compétitions en open, même si tu as 40 ans, hein, tu vois. Il y a aucun problème avec ça. Mais là, si tu veux, mais après, ça, c'est les meilleurs athlètes CrossFit français. Enfin, c'est des gens, c'est inaccessible pour le commun des mortels comme moi. Sachant qu'en plus, tu sais, sur le CrossFit, il y a quand même, tu vois, il y a enfin, tout ce qui concerne la gym. Moi, si tu veux, j'en avais jamais fait, donc il faut tout apprendre. Tu vois, faire des bar muscle up, des muscle up rings, etc., aux anneaux et tout, le travail, quand on n'a jamais fait, ben voilà, j'ai vite réussi à les faire, mais après, il y a quand même un gap entre réussir à faire les mouvements et après être efficace dans les mouvements pour Ouais. être endurant, etc., etc. Et ça, il n'y a que le travail et les années qui te permettront petit à petit d'être de mieux en mieux là-dedans, même s'il y a des gens qui ont plus de facilité que d'autres. Mais moi, j'ai pas de facilité particulière sur la gym, justement, c'est un de mes points faibles, donc c'est pour ça que je le travaille beaucoup. Après, il y a l'haltérophilie aussi. Tu vois, l'haltérophilie, moi, j'en avais jamais fait. Donc, si tu veux, en salle, je faisais beaucoup de force athlétique, c'est-à-dire squat, soulevé de terre et développé couché. Mais c'est des mouvements qui aident hein, pour la force. D'ailleurs, c'est une de mes forces pour le coup, puisque je suis très fort en squat par rapport à mon poids de corps. Mais le truc, c'est que voilà, après, ça n'a rien à voir non plus avec la technique de l'haltérophilie qu'il faut aussi apprendre, etc. Voilà, et puis après, voilà, il y a plein de mouvements à apprendre, il y a aussi le cardio à travailler, etc. Donc ça fait beaucoup de choses, mais c'est ça qui rend le sport attrayant, c'est-à-dire que tu es vraiment un athlète complet au CrossFit. Ouais. C'est-à-dire que voilà, tu es un touche à tout et tu dois savoir tout faire, tu dois être préparé à tout et c'est super intéressant par rapport à ça. Mais après, c'est vrai que les profils qui ont un passif en haltérophilie ou en gym, etc., ils ont beaucoup plus de facilité que les autres de performer en fait dans ce sport en fait. Voilà. Mais voilà, il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher. Après, voilà, moi, dans mon esprit, en fait, si tu veux, moi, ce qui me motive, c'est le rythme d'entraînement que j'ai aujourd'hui. C'est quelque chose que j'ai façonné pour que je puisse en tout cas le caler, en fait, peu importe ce qui m'arrive dans ma vie. C'est-à-dire que Ouais. j'aurai des enfants, etc. J'arriverai quand même à m'entraîner 3-4 fois par semaine. Tu vois, même avec l'activité que j'ai aujourd'hui, avec Inno Sweet Trust, avec bah voilà aussi tu as envie d'aller en vacances, des fois de rien faire, etc. Tu peux quand même te caler 3 4 entraînements par semaine, etc.
Donc, j'ai vraiment envie d'avoir ça sur le long terme. Ça prendra plus de temps, mais moi, je suis patient, il n'y a aucun souci. Par contre, c'est un schéma qui pourra me façonner, voilà, pas, pas objectif par objectif tout au long de ma vie. Parce que après, rentrer dans un délire où il y en a qui le font, tu vois, être à fond pendant 6 mois, un an, à 2 fois par semaine, etc. Mais ça, c'est des trucs que tu tiens pas en fait tout le temps. Tu peux déjà te blesser parce que tu as des gens, ils n'ont jamais fait de sport de leur vie et ils arrivent et puis d'un coup, ils vont avoir un rythme d'entraînement et une charge d'entraînement qui va être calé limite sur un gars qui fait ça de manière un peu à haut niveau, tu vois. Et c'est comme ça que tu te blesses en fait. D'ailleurs, tu prenais les statistiques, la plupart des blessures au CrossFit, c'était des gens qui s'y mettaient à fond et qui n'avaient jamais fait de sport, enfin très peu de sport auparavant, tu vois. Alors que les gens qui ont fait du sport auparavant, n'importe quel sport, et qui ont quand même une certaine rigueur et un certain recul sur la maîtrise de leur corps, de leur performance, etc. Ils font ça de manière plus modérée au début, et donc du coup, ils se blessent beaucoup moins, tu vois, ce qui est paradoxal. Mais voilà, c'est dans cet état d'esprit, dans cet état d'esprit que je suis. Et, euh, et ça, c'est ce qui nous motive aussi avec Ben, pardon, à justement bien renseigner les gens parce que dans le CrossFit, comme c'est une nouvelle discipline, il n'y a pas de fédération, etc. C'est une nouvelle discipline, ça a une décennie maintenant, mais ce que je veux dire, c'est que sur une échelle sportive, c'est quand même arrivé assez récemment dans la société. Il y a beaucoup de marques, en fait, beaucoup de produits, de compléments alimentaires et tout, qui servent pas à grand-chose. Et le marketing, en fait, c'est là où tu vois qu'il est super puissant parce que eh ben, t'arrives, voilà, les mecs, ils te font comprendre que finalement, boire une canette de Monster, ça va t'aider pour ta récupération, quoi, tu vois. Ils vont te faire prendre, tu vois. En fait, moi, ça me fait marrer, je prends ça un peu à la dérision, c'est que quand t'es crossfitter, t'es tout le temps en train d'acheter, tu vois. Faut toujours acheter, tu vois. Des chaussures, des maniques, des bandes, des compléments, des BCA, etc. T'as des gens, ils se posent même pas la question, ils voient que tel et tel athlète ont ça, ils achètent, ils achètent, ils achètent, ils achètent, ils savent même pas pourquoi c'est faire, tu vois. Donc, si tu veux, surtout que quand tu prends certains compléments, tu vois, de BCAA, par exemple, en canette, etc., tu vois les dosages, tu vois toutes les études qui montrent les effets bénéfiques, et il n'y en a pas beaucoup parce que les BCAA, c'est quand même difficilement. Enfin, les effets sont tellement minimes que c'est difficile, en fait, de prendre. Enfin, d'augmenter ses performances avec la prise de BCA. Pour autant, tu vois, je crois qu'il y a un gain qui est entre 1 et 5% max, qui est pas grand-chose. Mais en fait, le truc, c'est que ça coûte quand même assez cher, tu vois. Donc après, il faut te poser la question de la balance coût par rapport aux bénéfices. Et en plus, les dosages qui sont recommandés, c'est pas du tout les dosages que tu retrouves dans les compléments qui sont vendus. C'est à des dosages, Hmm. en fait, tu sais que c'est limite placebo et que ça te fera rien du tout. Pourtant, les gens, ils achètent ça, tu vois. Et je trouve ça génial parce que, tu vois, il y a plein de choses à faire pour éduquer entre guillemets les gens et leur faire comprendre que autant prendre des compléments qui servent à quelque chose, et il y en a quand même des compléments qui servent à quelque chose avec des études scientifiques à l'appui qui prouvent que ça a une réelle valeur, mais par contre, tu as plein de compléments qui servent à rien du tout. Donc autant mettre de l'argent dans de la vraie nourriture ou dans d'autres choses plutôt que là-dedans, tu vois. Hmm. Voilà. C'est hyper intéressant, tu sais, ça me fait penser un peu au triathlon. J'en ai fait pendant quelques temps avant un gros accident en 2018. Mais en triathlon, tu as un peu ce syndrome aussi, tu vois. C'est-à-dire que tu as des gars qui sont prêts à dépenser. Et franchement, moi, j'en ai fait partie au début, hein, tu vois, parce que j'arrivais, comme j'ai fait très longtemps que du judo, j'arrivais dans un sport qui était complètement nouveau, tu vois, manque de crédibilité, manque de confiance en soi un peu. Tu te dis, bon, bah vas-y, pour m'aider, il faut que je prenne le vélo qui était, mais franchement, il y avait des paires de roues, tu claquais 1 000 € de plus pour économiser 100 grammes, quoi. Et tu te dis, mais en fait, 100 grammes, je le perds en une demi-journée. C'est-à-dire, tu vois, je vais courir, je réduis un peu les portions, j'ai perdu 100 grammes, quoi. Ça va pas Ouais, je coûter 1000 comprends. euros. Ouais. Et je trouve que je sais pas si c'est des croyances qui s'installent justement quand tu débutes et après qui s'estompent au fur et à mesure. Mais je trouve ça intéressant de voir parfois ces croyances qu'on peut placer dans du matériel ou tu vois des outils, de l'accessoire, alors que fondamentalement, en fait, la différence, elle se fait dans la tête, dans notre capacité, comme tu dis, ce que tu es en train de faire enfin ce que tu fais depuis des années avec le CrossFit, ta capacité à gérer l'effort dans la durée et au final avoir une pratique qui est adaptée à ce que tu peux faire et à ton rythme. Ouais, exactement, ouais. Mais non, mais après,
il y a beaucoup de paramètres, hein. Il y a l'image, tu sais, le CrossFit, c'est beaucoup du m'as-tu vu aussi, hein. C'est-à-dire que, tu vois, non, mais enfin, vraiment. Mais après, comme dans tous les sports, mais un peu plus quand même le CrossFit, faut dire ce qui est. Tu vois, t'as les mecs qui se mettent torse nu et tout. Moi aussi, je me mets torse nu des fois, mais tu vois, ça débâche direct. T'as les nanas, pareil, limite en maillot de bain et tout, en train de faire des squats et tout. Enfin, tu vois, t'as quand même, c'est très axé image et tout. Il y a ce côté très, moi j'aime bien dire ça, il y a ce côté vraiment très américain, tu vois, l'américain de base. C'est pas non, mais c'est un peu péjoratif, mais il faut aussi dire ce qui est, tu vois. J'aime bien aussi remettre l'église au centre du village, tu vois. Il faut dire ce qui est, tu vois. Il y a quelque chose de là-dedans, tu vois. Mais moi, ce qui m'intéresse dans le CrossFit, c'est vraiment la beauté de la méthodologie, en fait. Tu vois, c'est cette capacité à être bon dans plein de domaines différents. Mais après, effectivement, au-delà du CrossFit, j'adhère pas du tout. C'est-à-dire que c'est beaucoup du m'as-tu vu, une image, etc. Mais ça encore, tu vois, c'est les athlètes enfin les athlètes. Ça aussi, c'est un terme, tu vois. Pour moi, un athlète, c'est quelqu'un qui a tu vois, une carte dans une fédération et qui est limite sportif de haut niveau, tu vois. Quand je les vois avec leur t-shirt, même moi, des fois, je cautionne pas avoir un t-shirt athlète. Tu vois, je me sens pas légitime, tu vois. Je me sens genre, je sais pas, il faudrait un autre truc, tu vois, genre crossfitter ou j'en sais rien. Mais enfin bon, voilà. Petite parenthèse, mais ce que je veux dire, c'est que euh, c'est très. La méthodologie, j'adore, mais après, tout ce qu'il y a autour, c'est vraiment, il y a vraiment des progrès à faire sur l'image que ça renvoie. Et d'ailleurs, tu vois, dans la société civile, hein, tu as plein de gens qui arrivent et qui disent non, mais moi, je veux pas faire de crossfit, je veux pas avoir des gros bras comme un tel ou un tel. Tu as vu le physique des nanas, gna gna gna, etc. Mais là, tu as envie de leur dire non, mais alors, déjà, d'une part, elles étaient déjà souvent comme ça avant. C'est-à-dire que les nanas qui. Parce qu'en fait, ils font référence aux athlètes des CrossFit Games que tu vois à la télé ou dans les médias, etc. Tu vois, ou même aux meilleures athlètes françaises. Mais en fait, les meilleures athlètes françaises ou les meilleurs athlètes du monde, etc., c'est des gens qui faisaient déjà du sport avant, qui sont tombés dans le CrossFit. Mais c'est la crème de la crème. Donc, si tu veux, tu seras. En fait, moi, je leur dis, mais vous serez jamais comme elles, parce qu'en fait, elles font ça de manière presque professionnelle, c'est tous les jours, etc. Elles ont une alimentation particulière, des charges d'entraînement et tout, que toi, tu n'auras jamais et tout. C'est pas parce que tu fais du crossfit que du jour au lendemain, tu vas prendre des bras, etc. Et voilà. Donc, tu vas t'affiner, tu vas mieux te sentir, voilà. Mais après, ça s'arrêtera là, tu vois, sauf si tu veux devenir athlète de haut niveau et tout, ça, c'est encore autre chose. Mais tu vois, ça renvoie quand même une image un peu genre. C'est des bourrins, ils sont directs, voilà, c'est des gros buffles et tout, alors que finalement, pas du tout. Donc, il y a aussi une image en tant qu'athlète pour communiquer sur ça, mais qui est pas du tout fait parce que, en fait, tu regardes les réseaux sociaux, et souvent, et beaucoup dans le CrossFit, c'est un monde, c'est quand même super particulier, tu vois. T'as les nanas, elles vendent toutes des trucs, c'est des codes promo dans tous les sens. Ça va te sortir des mindsets, tu vois, genre, ou des programmes, voilà, genre, ben, la guerre c'est mal, faire l'amour c'est bien, et puis voilà, je vous donne un code promo, et voilà, vous pouvez acheter ma programmation, et puis super, non mais enfin voilà, tu vois, c'est que franchement, je mets au défi quiconque de trouver une athlète française un peu bankable qui diffuse pas des codes promo, tu vois. Donc c'est-à-dire c'est quand même, il y a une responsabilité. D'ailleurs, on avait écrit un article sur Ina Sweet Trust. Euh, le sportif doit être aussi responsable parce que quoi qu'on en dise, à partir du moment où tu as une communauté derrière toi qui te suit avec des centaines de milliers de personnes, tu as une responsabilité à avoir, que ça te plaise ou non. Sinon, toi, tu es influenceuse du sport, donc tu as une responsabilité à avoir. Parce que tu sais très bien que derrière les gens qui te suivent, ils vont te prendre pour modèle, donc ils vont acheter ce que tu achètes, ils vont écouter ce que tu dis, etc. etc. Donc si toi, tu dis des conneries ou tu dis des choses qui sont partiellement fausses, bah, ça va pas le faire en fait. Donc, tu vois, aujourd'hui, je pense que c'est super important que ces gens-là aussi prennent conscience qu'elles ont une responsabilité vis-à-vis en fait du consommateur parce qu'elles vont directement avoir un lien avec ces personnes-là. Et ça va se répercuter après sur les achats, la consommation et donc finalement le côté durabilité de la santé et de l'environnement, etc. Et Hmm. nous, on a alerté beaucoup les influenceuses comme ça, mais on s'est fait jeter à chaque fois parce que c'est des gens qui refusent, alors pas tous, mais beaucoup refusent le dialogue. Il y a une espèce de censure qui s'applique, c'est quand même assez hallucinant dans ce monde où normalement la parole devrait être libérée et finalement en fait dès qu'il y a un commentaire qui va pas dans le bon sens, c'est des gens qui suppriment les commentaires
Donc finalement, tu peux pas débattre parce que la critique, c'est pas forcément négatif. Tu peux apporter une critique à quelque chose, qu'elle soit constructive, argumentée, etc. Mais en fait, les gens, ils n'ont pas envie de se faire chier avec ça, et donc du coup, ils suppriment. Et donc du coup, tu peux pas discuter avec eux, et donc du coup, ils continuent leur petite cuisine et tout dans leur petit coin. C'est pour ça que nous, maintenant, on a arrêté un peu avec Ben, et voilà, nous, on diffuse du contenu et tout. On essaye d'éveiller un peu les gens. Après, ils en font ce qu'ils veulent, mais en tout cas, ça change rien au fait que je pense que vraiment les sportifs doivent avoir une responsabilité par rapport à ça. Et là, on en est vraiment au balbutiement dans le domaine du CrossFit, quoi. Parce que aujourd'hui, c'est du code promo dans tous les sens, ça te vend n'importe quoi, des chaussettes, des fringues, des compléments, des crèmes, des machins et tout. Toi, il n'y a pas de sens dans tout ça. Enfin, ça manque de cohérence et je trouve ça vraiment dommage dans un monde où justement les enjeux actuels de la société actuelle font que justement on doit être beaucoup plus précis dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait, parce qu'on a un devoir en tant que citoyen d'agir vraiment de manière la plus durable possible et de prendre en compte le monde qui nous entoure. Et ce qui est fait dans le CrossFit, ça va à l'inverse de tout ça. Voilà. Et c'est important, je pense, de le souligner, et c'est important aussi que les gens comprennent ça, tu vois. Mm. Voilà. C'est ça que je reproche un peu euh, à ce sport. Excellent, punaise. Quel parcours. Je regarde l'heure parce que je sais qu'on était, enfin j'allais dire on était limité, ça fait quand même déjà 1 heure et demie, donc franchement merci beaucoup pour ça. Mais je pense qu'il va être temps de doucement préparer la fin. On a évoqué plein de choses. Je pense que c'est... Enfin déjà, franchement, encore une fois, un grand merci pour tout ce que tu as bien voulu partager parce que je fais pas souvent ce type d'épisode sur... tu vois la notion de dépassement, de détermination, de résilience dans la durée à travers des projets comme les tiens que tu mènes en parallèle entre guillemets hein, d'une vie normale, tu vois, avec un job classique, des horaires de bureau, etc. Donc c'était juste top. Comment est-ce que toi tu conclurais du coup cet échange? Quel message est-ce que tu aimerais faire passer après tout ce que tu nous as déjà dit? Ah, c'est une question difficile, mais non, en fait, pas vraiment. Alors, ben, on est en plus dans un contexte politique, hein, puisqu'il y a les élections présidentielles. Alors, je vais pas faire de la politique, mais ce que j'aimerais faire comprendre aux gens, c'est que, et ça, c'est valable dans toute l'histoire de l'humanité, c'est que en fait, l'homme, avec un grand H, hein, donc que ce soit des femmes, des hommes, enfin en tout cas l'humain, pour survivre et pour, euh, comment dire, pour vivre en fait dans son environnement, il doit être collectif. Donc le collectif, il y aura aucun exemple, personne ne sera en capacité de nous dire il y a un seul mec ou une seule nana qui a fait tout seul depuis la nuit de temps, c'est pas vrai. C'est du collectif et on est obligé en fait de faire ça parce que c'est notre nature en fait. Donc moi, ce que je veux dire aux gens, c'est que aujourd'hui, il faut remettre le collectif au centre de la vie et il faut être surtout bienveillant parce que en fait, la société actuelle et le monde de la manière dont il est construit, en fait, il a tout intérêt finalement à diviser les gens, à mettre les pauvres d'un côté, les moins pauvres d'un autre, les riches d'un autre côté et les ultra riches d'un autre côté, tu vois. Alors que toutes les conquêtes sociales, elles se sont faites à partir du moment, d'ailleurs, enfin, j'ai lu un bouquin récent sur ça, là, c'est Il est où le bonheur? C'est toutes les conquêtes sociales, elles se sont faites à partir du moment où justement toutes les catégories socio-professionnelles se sont regroupées. En fait, toutes les classes en fait se sont regroupées et que en fait la lutte des classes, il n'y a plus de lutte des classes, c'est-à-dire ils ont trouvé un intérêt commun pour justement promouvoir un autre mode de fonctionnement. Et justement, si on arrive à retrouver ce lien, à retrouver ce lien commun par rapport à justement à ce collectif-là, bah, c'est ce qui nous fera changer le monde. Parce qu'aujourd'hui, ce que tous les gouvernements proposent, ça va à l'inverse en fait de la nature, c'est-à-dire à l'inverse des enjeux actuels et futurs qui vont nous arriver sur le coin de la figure. Euh, je suis un média là que je vous invite à voir, c'est Bon Pote. Il disait quelque chose, tu dois connaître, qui disait quelque chose de très juste, c'est la physique en a rien à faire de nos états d'âme. Mais c'est exactement ça. Donc la physique au sens science physique, au sens nature, tu vois, on n'a rien à faire de nos états d'âme. C'est-à-dire que
On sait que le réchauffement climatique est sur l'ensemble de la chaîne de valeur du réchauffement climatique. Hein. C'est pas qu'une affaire de CO2. Le changement climatique, c'est les feux de forêt, c'est les méthodes de consommation, de production, de transformation, l'acidification des sols, la perte de réservoirs de biodiversité, les disparités riches-pauvres, les inégalités, les problèmes d'accès à l'eau, etc. C'est tout ça, en fait, le système du réchauffement climatique. Quand des populations demain, parce qu'il va y avoir des réfugiés climatiques, parce qu'il y aura une augmentation du niveau de la mer, et quand je dis demain, c'est pas dans 100 ans, hein, c'est dans la décennie qui va arriver. Hein. Il y a le rapport du GIEC qui le met en évidence. Donc, euh, quand on va avoir des populations de réfugiés climatiques qui vont arriver, ou va avoir des migrations de populations importantes à cause de pandémies, à cause de catastrophes naturelles, etc., il va falloir être bienveillant, en fait. On doit être bienveillant, on doit prendre ces enjeux en compte et faire en sorte qu'il y ait le moins d'impact possible sur ce qui va nous arriver de manière inéluctable sur le coin de la figure. Et donc pour ça, en fait, il faut absolument, et je pense que c'est une nécessité, voter avec son cœur, c'est-à-dire voter pour un monde plus soutenable et plus durable. Si nous, on ne le fait pas, en fait, ceux derrière c'est ceux qui vont arriver, qui vont le faire. Je le disais tout à l'heure, les jeunes sont beaucoup plus éveillés par rapport à ça. Mais le truc, c'est que nous, on aura essayé de le faire, on n'y sera pas arrivé. Et quand on aura 40, 50, 60 ans, on va se dire putain, en fait, c'est le bordel parce que, en gros, on a été trop con et on n'a pas voulu faire le truc, tu vois. Et je pense que vraiment, le problème, il est là aujourd'hui, c'est-à-dire que les gens, il y a une perte de sens générale, ça c'est une évidence, mais aussi il faut ne pas être dans le déni, c'est-à-dire il faut vraiment se dire aujourd'hui, voilà, je suis sur la planète, c'est notre dénominateur commun, tu vois, on est tous dessus. Si quelqu'un détruit la planète, bah forcément ça va détruire la planète sur laquelle je me trouve aussi. Donc on a tout intérêt en fait à être bienveillant et à essayer d'avancer ensemble. On n'a jamais été aussi riche dans le pays, dans toute l'histoire. Le PIB de la France, je crois, c'est 2500 milliards. Tout le monde pourrait avoir un peu à manger et un toit sur la tête à minima, tu vois. Il y aura toujours des plus riches, des plus pauvres, etc. Mais on peut avoir quand même un minimum de base. Et je pense qu'on a tout intérêt à œuvrer là-dedans pour justement avoir une réflexion commune, un autre projet de société. Parce qu'aujourd'hui, là, avec la société actuelle, on va vraiment droit dans le mur parce que c'est vraiment à l'exact opposé de ce qu'il faudrait faire par rapport aux enjeux qui arrivent, aux enjeux naturels, qui, encore une fois, je le répète, se contrefouent de nos opinions, tu vois. Voilà, donc moi, c'est cette solidarité-là que je veux revoir. Je veux de la solidarité, de la bienveillance, et je veux pas que ce soit juste des mots. Je veux aussi que ça se fasse et que ça se traduise dans les actes. En fait, il faut que les gens comprennent que leur réalité, c'est pas forcément la réalité du voisin ni la réalité de l'autre voisin, etc. Il y a leur réalité, il y a différentes réalités, et il y a aussi la vraie vie, tu vois. Et donc, comment on fait pour essayer de vivre heureux tous ensemble et de se partager un minimum le truc, tu vois, le gâteau. Et je pense que vraiment, les gens, il faudrait vraiment que beaucoup de personnes prennent conscience de ça pour faire vraiment les bons choix. Parce que, tu vois, quand tu seras riche tout seul, mais où tout sera pollué, où tu pourras plus manger, où tout le monde sera malade, etc., comment on va faire, tu vois? Tu vois, Mm. il y avait une personne qui disait le réchauffement climatique, ça n'existe pas, machin, etc. Ben, je lui disais, ok, bah, très bien, quand il y aura des réfugiés climatiques, tu n'auras qu'à ouvrir ton jardin, puis on viendra chez toi planter des tentes et tout. Tu nous accueilleras vu que ça n'existe pas, tu vois. Mais je veux dire, tu vois, faut pas être dans ce déni. Il y a vraiment une nécessité de prendre conscience des choses, mais ça passe aussi par aussi faire cet effort d'apprentissage, d'acculturation. Il faut aussi écouter des radios, des bonnes radios et d'autres radios que Énergie, tu vois. Il faut lire des bouquins spécialisés, des magazines spécialisés, des articles spécialisés. Il faut essayer de s'intéresser à ces choses pour comprendre en fait que la vision dont on a de la vie actuelle, elle est peut-être un peu biaisée par rapport à la réalité en fait qui est là et qui va arriver, qui va changer en fait demain. Donc c'est ça en fait un peu ma conclusion, c'est-à-dire donner du sens dans sa vie et donner du sens pour que le sens de sa propre vie en fait donne du sens aux autres et faire en sorte que voilà on se tienne un peu. C'est pas du tout utopiste hein, ce que je dis, hein, c'est vraiment. Moi je serais hyper content un jour, tu vois.
bah, de dire, voilà, je vous invite tous, tu vois, en Corrèze, dans la forêt, tu vois, on fait un gros barbecue, tu vois, bon, pas trop loin des arbres pour pas les faire cramer, tu vois, mais voilà, on partage un gros repas ensemble, et puis, tu vois, on fait le bilan de tout ce qu'on a fait, mais on l'a fait tous ensemble, tu vois, tout le monde est venu, tout le monde, tu vois, a compris certaines choses, certains enjeux, etc. Tu vois, on a éveillé des gens, on a éveillé des consciences, et on est content d'avoir fait ça, tu vois. Et c'est ça la trace qu'on va laisser en fait derrière nous. C'est si on donne l'exemple, d'autres suivront aussi l'exemple. C'est toujours comme ça. Hmm. C'est la chaîne en fait de la vie et tout. Et on a ce devoir-là. Et moi en tout cas, c'est ce qui m'anime. Et je pense que vraiment, il y a des gens qui auraient tout intérêt à essayer en fait de voir plus loin que le bout de leur nez. C'est pas péjoratif, mais c'est vraiment que ça va à l'inverse en fait de vivre bien ensemble et avec tout le monde. Tu vois, voilà, c'est un peu la conclusion que j'apporterai à cet échange. Génial. Bah écoute, franchement, pardon, je refais. Bah écoute, franchement, un grand merci Hugo. Moi, ce que je retiens, c'est vraiment ce que tu as partagé sur la fin, cette notion de donner l'exemple, tu vois, pour inciter au changement et quelque part que c'est pas du tout utopique de penser que c'est possible puisque bah, tu en es l'exemple à travers tout ce que tu as fait avec le miel, In Nuts We Trust, les forêts, ton travail au quotidien pour la collectivité en Occitanie, le dépassement à travers le CrossFit qui très sûrement inspire d'autres personnes tu vois, à faire la même chose. Donc vraiment un grand merci pour ça. Si les gens veulent rester un peu informés de ce qui se passe, le mieux c'est quoi? C'est Instagram pour In Nuts We Trust? Oui, alors il y a le site, hein, Instagram, le site? inosweetrust.fr, il y a Instagram et Facebook. À chaque fois qu'on publie sur Instagram, ça publie sur Facebook. Voilà. De toute façon, on va refaire une campagne de com. Enfin, on va faire une campagne de com parce on en a jamais fait. Parce qu'il va y avoir la charte, la nouvelle charte graphique du site. Donc, il y a quelques prémices sur Instagram, mais on va tout mettre en place là d'ici fin mai. Et donc, Ok. on communiquera dessus, mais voilà, pour rester en contact, c'est Instagram, Facebook. On est sur TikTok aussi, on balance quelques Ok. vidéos. Mais c'est voilà, le site inotsweetrust.fr, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, il y a pas de problème. Génial. Trop bien. Et ben encore merci Hugo. Tout le meilleur pour la suite de tes multiples aventures. Ben, merci à toi Et de puis m'avoir. bah, peut-être qu'un jour on se croisera sur une forêt pour planter quelques arbres ensemble, qui sait. Pas de souci, avec grand plaisir. Et j'attends avec impatience le lien du podcast, comme ça je le transmettrai à la Ça communauté. marche. Merci à toi de nous avoir Merci reçus. Hugo. À bientôt. Salut. Salut.